Alors, chers parents, chers jeunes, dont certains j'ai eu la chance de rencontrer en terminale, chers intervenants, mes premiers mots sont placés sous le signe de la gratitude. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux parce que c'est toujours un pari que d'organiser une conférence le soir. Et aussi, merci d'être venus consacrer le travail de ces jeunes qui ont dû me supporter pendant 1 an. Je voudrais vous remercier et vous dire à quel point je suis fier de vous, d'une part d'avoir su mener à bien ce projet, mais aussi, d'une manière plus légère, de vous être levé le matin de 8 à 9, alors vous auriez pu dormir. Je tenais aussi à remercier notre directeur, M. Guilbaud, d'avoir facilité toute notre démarche et de nous avoir laissé travailler en toute sérénité. Je lui donne d'ailleurs le micro pour qu'il vous adresse un petit mot au début de cette conférence. Merci. Voilà, bonsoir à nouveau à tous et à toutes. Merci effectivement de votre présence. Vous êtes venus nombreux et c'est une juste récompense pour à la fois le frère Martin, les lycéens qui sont devant vous et les 3 conférenciers qui vont intervenir. Quand il y a quelques mois, frère Martin est venu accompagné de 7 jeunes filles et jeunes hommes dans mon bureau pour présenter le projet, je pense qu'ils pourront le confirmer, je n'ai pas mis très longtemps à être convaincu de ce projet et à donner mon accord pour qu'ils puissent travailler ça de manière plus approfondie et pour arriver ce soir à cette rencontre. Donc je voulais les remercier, les 7 élèves de l'externat de Chavagne, puisque c'est un beau résumé de notre mission d'enseignement et d'éducation sur nos 2 sites, à savoir, vous le savez, en tant que parents, et ils le savent également, on n'est pas là uniquement pour les amener à réussir leurs études, même si c'est notre mission première, mais on les prépare depuis un certain temps avec vous à être de jeunes adultes responsables et ils l'ont prouvé à travers ce projet-là. Donc je n'ai pas eu grand mérite d'accepter de les laisser travailler avec frère Martin. Je remercie également parce que vous savez bien, pour que des jeunes s'investissent, il faut que des adultes soient exemplaires au sens noble du terme. Donc je les remercie à nouveau. Merci aux conférenciers qui vont nous éclairer. Et puis je laisse la parole justement aux élèves, aux conférenciers pour ces 2 soirées. Merci. Bonjour à tous. Tout le monde en parle. Il suffit d'ouvrir la presse pour se rendre compte des avancées des nouvelles technologies. Prenons quelques exemples. Tesla et la voiture autonome, l'alliance entre Fiat et Google. Les exemples sont encore plus probants et plus manifestes lorsque nous allons sur le net. Amazon, en étudiant nos clics, arrive presque à anticiper nos désirs. Et comme nous en avons tous fait l'expérience, la publicité est sélectionnée en fonction des achats effectués. Par ailleurs, si l'on étend au cinéma d'investigation, on constate que les séries grand public comme Person of Interest ou encore Westworld et Bienvenue à Gattaca s'emparent de ces sujets de l'intelligence artificielle, de sa place dans notre monde et de sa relation avec l'être humain. La machine remplacera-t-elle un jour l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain? Ces questions qui nous semblaient abstraites il y a peu s'imposent désormais à nous avec une force décuplée. En effet, aujourd'hui, les scientifiques sont capables de créer un robot qui puisse battre des joueurs de Go ou encore d'échecs. Ces éléments qui vous sont à tous connus peuvent être complétés par d'autres informations que seul un petit nombre de personnes ont accès. Savez-vous par exemple qu'il y a en ce moment même un robot créé à partir d'un bout de cerveau de mouton, ce qui peut être assez inquiétant. Ces constats que la presse relaie actuellement avec de plus en plus d'intensité se sont imposés à nous lors de nos rencontres pastorales, lorsque nous traitions des questions d'anthropologie, de la particularité de l'humain dans son rapport au monde et à Dieu. Nous avons donc décidé de les aborder de front et de vous proposer, au terme d'une enquête, une conférence débat. C'est ce travail et cet événement qui nous réunissent ici ce soir. Lycéens de Chavagne et de l'externat, nous avons travaillé depuis le mois de janvier 2016 sur cette articulation entre l'homme et les nouvelles technologies, avec l'aide de notre aumônier frère Martin. Travail d'une année au cours de laquelle une réflexion a germé dans nos esprits. Nous avons alors pu découvrir les enjeux qui s'articulent autour du sujet. Avec quelques difficultés, nous avons engagé des axes de réflexion qui sont les suivants. L'émergence du nouveau rapport au temps, le thème de la gratuité, le nouveau visage de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Et cette dernière question, pour vous, quel nouveau
nouveau visage de l'homme apparaît, ou plutôt, sur quoi, s'il ne veut pas perdre sa spécificité, doit-il se recentrer? Pour nous aider à réfléchir sur tous ces thèmes que Marie vient de citer, nous avons donc invité 3 intervenants qui ont tous une profession en lien avec les nouvelles technologies et chacun spécialiste dans leur profession. Présentons d'abord Madame Natalia Troulier. Vous dirigez Noé 3.0, une structure dédiée à la communication sur les réseaux sociaux et qui aide en particulier les structures d'église, comme par exemple Pèlerinage du Rosaire ou encore Fratelio. Madame Troulier, vous avez aussi été auparavant la directrice de communication du diocèse de Lyon et également journaliste. Enfin, on vous doit plusieurs ouvrages sur le sujet. Et puis Monsieur Pierre Tervé, qui traitera des Big Data. Donc vous êtes le directeur scientifique de Keosis. Donc c'est une société centrée sur le traitement des données d'images médicales, spécialisée donc dans le Big Data médical, en partenariat avec l'Institut cancérologique de 14 Ouest et de nombreuses autres structures en France et aux États-Unis. Et puis le docteur Grégoire Rinzelin, donc c'est un neurologue. Vous êtes aussi membre d'Optique, coordination de la structure médicale. Pour le bon déroulement de cette soirée, nous avons décidé de procéder en 2 temps. Tout d'abord, laisser la parole à nos intervenants, puis dans un second temps, récolter vos questions afin qu'ils puissent y répondre, donc dans un second temps. Madame, Messieurs, pouvez-vous donc, dans un premier temps, nous aider à comprendre l'impact d'Internet et des réseaux sociaux, des nouvelles technologies dans notre monde? Que se passe-t-il, du plus visible au plus caché, dans les années qui viennent? À quoi pourrons-nous être confrontés? Puis, dans un second temps, pourrez-vous nous dire si l'humain est menacé? C'est la question la plus pessimiste. Mais par ce contraste, avec cette révolution, qu'est-ce qui fonde le propre de l'homme? Donc je vais répondre très simplement à toutes ces questions en 5 minutes et dans ce point. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux, c'est vraiment sympa d'avoir fait le voyage pour trouver autant de gens intéressés par ces sujets. C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu des marronniers, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas ouvrir un journal sans qu'on parle de ces problématiques-là. Et c'est à raison, puisque de toute façon, ce sont des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, quel que soit finalement notre... Ça va, je le tiens assez près? Parce que je vous voyais arriver comme ça, je me suis dit, oui, j'ai une canne, je peux me défendre. Voilà, c'est des problématiques auxquelles on est tous et toutes confrontés, quel que soit finalement notre âge, notre activité, etc. etc. Et puis il y a beaucoup de peur aussi. À l'âge que vous avez, on vous a certainement déjà dit au moins 150 fois que les internets c'est dangereux. C'est pas faux, mais il y a aussi beaucoup de peur et d'appréhension, et finalement on peut apprendre à apprivoiser cet outil et faire en sorte qu'il nous serve plutôt qu'on ne le serve. Alors je vais commencer par un petit sondage parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui bossions ce soir. Quels sont ceux d'entre vous qui pensent que Internet est un outil et ceux qui pensent que Internet est un lieu? Ceux qui pensent que c'est un outil? Ouais. Ceux qui pensent que c'est un lieu? Alors baissez la main parce que je vais dire un truc après. Il ne faut pas qu'on vous repère. Faites attention, ceux qui ont dit que c'était un lieu, à votre consommation d'Internet. Non, en fait, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, c'est vrai. Et moi, je vais plus spécifiquement vous parler de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On va faire un petit bond en arrière. On va partir au début de l'humanité. Très rapidement, l'homme a compris qu'il avait été créé pour être un animal social et donc il s'est rassemblé avec d'autres. Et à l'époque, évidemment, il n'avait ni voiture, ni trottinette, ni même la roue qu'il n'avait pas encore inventée. Donc finalement, c'était ceux qui étaient le plus proches de lui qui ont formé des espèces d'embryons de village. On ne savait pas forcément ce qui se passait au-delà de son village. Il fallait parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours de marche pour accéder à d'autres groupes humains. Et ce qui fait qu'en fait le monde, tel qu'on le voyait, était assez petit. Et puis, l'évolution des technologies se faisant, l'homme a
quelques milliers d'années plus tard à peine, le moteur à explosion, etc., eh bien, son village s'est agrandi. Son village s'est agrandi, il s'est rendu compte finalement qu'il existait d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir, de penser, etc., etc., d'autres langages, etc. Ça, c'est à peu près, je schématise beaucoup, hein, mais c'est en gros la Renaissance, où vraiment le monde s'élargit et où on se rend compte qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir et que ce qu'on peut toucher, entendre, etc. Et puis ensuite, eh bien, à partir de la Renaissance, ça a commencé à décliner, c'est-à-dire que le monde est devenu de plus en plus petit, à nouveau. Mais le monde il est devenu de plus en plus grand, et puis tout à coup, ça a commencé à péricliter. Tout simplement parce que les moyens de locomotion et de communication sont devenus extrêmement performants. Vous voyez, hier matin j'étais à Rome, 2 heures plus tard j'étais à Nantes, et demain soir je dors à Lyon dans mon lit, si tout va bien. Donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui fait que le monde finalement est devenu ce qu'on a appelé dans les années 60 le village global, c'est-à-dire quelque chose de très grand, mais qui a paradoxalement la taille d'un village. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, dans les années 60, donc, que ce village global a commencé, parce que l'homme a besoin de nouveaux territoires à explorer, que l'homme a commencé finalement à changer, non pas seulement sa perception du monde, mais à changer les niveaux de réalité dans lesquels il se mettait à évoluer. Je m'explique. Qui est sur un réseau social, au moins? Bon, ok. Qui n'est sur aucun réseau social? Ni Facebook, ni... Enfin, Martin. Je pourrais même pas vous taguer ce soir-là. Voilà. Vous êtes sur ce qu'on appelle donc communément les réseaux sociaux. À votre âge, c'est surtout Snapchat, Instagram, Facebook, juste pour avoir un profil bien lisse que les parents vont consulter en s'imaginant que vous êtes super sage. Voilà. Mais Facebook, maintenant, c'est plutôt pour vos parents, voire grands-parents. Comme ça, ils voient des photos de vous, ils voient grandir, et tout ça, ils sont contents, c'est super. Bon. Et sur ces réseaux sociaux, en fait, ça fonctionne d'une manière qui, quand on y réfléchit, est un tout petit peu flippante. Imaginez que ça se passe dans le vrai monde. Vous habitez un quartier, vous croisez des gens tous les jours, et tout à coup, par une opération un peu magique, vous vous mettez à pouvoir savoir des tas de choses sur tous les gens qui vous entourent. Par exemple, quand vous allez chez votre buraliste, vous avez une fiche à côté de lui qui dit que le matin il se lève à telle heure, qu'il prend telle chose au petit-déj, qu'il est marié, divorcé, qu'il attend l'enfant, etc., etc., que ce qu'il adore c'est le football et le poker en ligne, etc., etc. C'est des choses, autrefois, que vous n'auriez jamais pensé à demander à votre buraliste. Vous lui demandez juste de vous donner une bouteille de coca, en échange vous lui donnez quelques pièces, et terminé. Là, si le monde fonctionnait comme un réseau social, vous sauriez tout. Et il y a un inconvénient quand on sait, si ce n'est tout, au moins beaucoup de choses de la personne, c'est qu'on trouve plein de gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Par exemple, on peut se rendre compte que le boulanger, eh bien, politiquement, il est aux antipodes de soi. Alors que c'est quelque chose, après tout, autrefois, qu'on n'aurait jamais su. On peut se rendre compte que le fils qui habite, des parents qui habitent au 5e étage, c'est quelqu'un qui, en fait, a des goûts musicaux qui sont absolument épouvantables, que vous supportez même pas l'idée de voir le nom des groupes, etc., et c'est quelque chose qui vous insupporte. Si le monde était comme un réseau social, vous seriez agressé tout le temps par des choses qui sont de l'ordre de la vie privée des gens, que vous n'auriez même pas envie de savoir, mais que vous sauriez quand même. Et imaginez que dans ce monde réel, donc, où vous savez beaucoup de choses sur beaucoup de gens, eh bien, vous ayez une main invisible qui décide d'enlever tous ceux qui vous gênent, dont l'existence vous gêne finalement. Par exemple, le buraliste qui vote absolument pas comme vous et dont le discours est absolument insoutenable, eh bien, tout à coup, vous pouvez le faire disparaître.
tentant, donc vous le faites. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qui d'entre vous n'a jamais bloqué personne sur Facebook, sur Twitter, etc. Bravo. Bravo. Je me suis Et effectivement, si vous voulez, vous finissez, sans vous en rendre compte, par construire une espèce de monde qui est forcément idéal, puisque c'est le monde de votre idéal. C'est un monde avec des gens qui vous ressemblent. Vous avez des goûts communs, vous avez des désirs communs, vous avez des pensées communes et des actions communes. Et donc, en fait, petit à petit, insensiblement, eh bien, cette main invisible, elle fait en sorte que ce monde soit à votre image. Il y a eu des expériences qui ont eu lieu, et je pense que vous en avez entendu parler parce que la presse généraliste s'en est fait l'écho. Ce sont des expériences en fait qui montrent que quand vous faites une recherche sur Google, vous mettez un portable entre les mains des 5 personnes qui sont là, vous leur demandez de rechercher la même chose. Vu qu'elles ont fait des recherches précédentes et que l'algorithme de Google sait pertinemment quels sont leurs goûts, etc., eh bien les résultats de la recherche seront drastiquement différents d'une personne à l'autre. Parce que les algorithmes qui régissent tous ces réseaux sociaux font en sorte finalement que la réponse qui vous soit donnée ne soit pas celle de la réalité, ce qui pose en second la question de la vérité, mais ça on y viendra plus tard, mais que ce soit une réponse qui vous convienne à vous. Et du coup, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les réseaux sociaux sont un lieu d'énervement, comme on le voit assez rarement dans la vie réelle. Parce que, insensiblement, en fait, on finit par ne plus supporter que les gens que l'on croise sur ces réseaux ne soient pas comme nous. Et ils ont l'air même incongrus, ces gens différents, parce qu'en fait, ils ont été tellement effacés, pour la plupart, par les algorithmes de notre champ de vision virtuel, que quand on les voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet Olibrius qui me parle de Mélenchon, alors que moi, sur mon mur, on ne parle que du pape. Vous voyez, et on se dit, mais vraiment, ce type-là, d'où il sort, et pourquoi il m'agresse par sa seule présence? Alors qu'en fait, il vous agresse pas, il est juste d'une sphère différente, et s'il apparaît grâce à l'algorithme dans votre champ de vision, c'est que vous partagez un segment autre, un segment secondaire qui est le même. Par exemple, si ça se trouve, il est vegan et vous aussi. Mais du coup, si vous voulez, si on n'y prend pas garde, ça peut changer la perception qu'on a du monde réel dans lequel on vit. Parce que du coup, à force d'être sur ce monde qui est si merveilleux puisqu'il nous ressemble et que nous sommes chacun des personnes merveilleuses, eh bien, on n'a plus l'habitude de la confrontation, on n'a plus l'habitude de la différence, et on finit par être extrêmement agacé, y compris dans la vie réelle, par tout ce qui est différent, tout ce qui est de l'ordre de... Enfin, qui va nous titiller, qui va nous agacer, etc. Ça va prendre des proportions de plus en plus grandes. Et c'est, et ça, Grégoire pourra nous en dire plus, l'une des raisons, à mon avis, de la montée de la colère que l'on voit depuis quelques années et qui s'accélère depuis quelques mois. La montée de la colère chez les gens qui ont du mal, en fait, à se contenir de manière civile, urbaine, de plus en plus. Et les médecins et les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et du social en sont les premières victimes. On voit bien les pétages de plomb dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, auprès des assistants sociaux, etc. etc. À mon sens, c'est sans doute, pour partie, une conséquence de cette vision du monde qui est modifiée profondément par les algorithmes. Alors, vous allez dire que je brosse là quelque chose d'assez noir. C'est loin d'être tout noir, parce que l'avantage de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils nous mettent justement en contact avec des gens qui nous ressemblent. Et quand on est, comme c'est le cas pour les chrétiens par exemple, quand on est minoritaire, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir rencontrer, grâce à ces réseaux, d'autres gens de la même minorité. Parce que tout à coup, on se sent un petit peu moins seul.
et on peut partager, on peut, etc., etc. Du coup, les réseaux sociaux, si vous voulez, sont extrêmement intéressants pour ce qui est de bâtir une communauté. Mais une fois que la communauté est bâtie, si elle reste une communauté fermée et centrée sur elle-même, elle va développer des sentiments de négativité et d'agressivité envers tout le monde extérieur. Par contre, si en partant de ce sentiment de force d'être ensemble que l'on peut ressentir sur les réseaux sociaux, on va vers l'extérieur, on pick up the bubble, comme disent les Américains qui appellent ça le bubble effect. On est tous chacun dans des bulles qui finalement se rencontrent sans se mélanger. Eh bien, on peut arriver à des choses qui sont quand même vachement chouettes. Toute la difficulté, c'est d'arriver à percer ces bulles. Et ça, il y a des techniques, il y a des choses comme ça, notamment en matière d'évangélisation, ce qui est j'allais dire mon job, c'est le job de tout chrétien, mais ce qui est le but de l'association dans laquelle je suis, c'est comment on fait pour que les opérations d'évangélisation que l'on y donne n'évangélisent pas que les déjà chrétiens. Ce qui est bien, hein, parce que évangéliser les chrétiens, on a tous besoin d'être évangélisés de toute façon, quel que soit notre niveau de sainteté. Mais c'est quand même sympa si les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ peuvent arriver à en entendre parler grâce en partie aux réseaux sociaux. Alors pour ça, en fait, on a imaginé un petit peu des moyens. Ces moyens, si vous voulez, c'est le premier, si vous voulez, c'est d'allier systématiquement du numérique avec des choses qui se passent dans la vraie vie. Le numérique tout seul ne fonctionne jamais. C'est vrai pour l'évangélisation et c'est vrai pour le reste. Il faut que ce soit toujours ancré dans le réel et que justement le numérique ne soit pas un lieu à part entière, mais un outil au service du réel. Par exemple, on ne me parle pas de Grégoire, vraiment. Par exemple, en fait, la première opération qu'on a menée, c'est à l'époque où j'étais encore responsable de com pour le cardinal Barbarin à Lyon. C'était en 2014. En 2014, on a commencé à entendre dans certains journaux, très peu, mais ça commençait, d'un groupe qui avait été viré d'Al-Qaïda parce qu'il était trop taré pour Al-Qaïda. Et ce groupe, il serait tristement célèbre quelques mois plus tard sous le nom d'État islamique. Cet État islamique, on en entendait surtout parler, pas trop en Syrie, mais un peu en Irak. Et on entendait dire qu'il y avait des exactions assez terribles qui commençaient, des exactions, quand on a eu les premiers échos, on ne les a pas crus. On ne les a pas crus quand on a entendu parler de femmes yézidis vendues comme esclaves sexuelles sur les marchés de Mossoul. On s'est dit, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. On a su quelques mois après que c'était vrai, et que c'était même en dessous de la réalité. Mais on savait en tout cas qu'il y avait des choses terribles qui se passaient dans cet endroit-là, et on savait que la minorité chrétienne allait être, elle aussi, exposée. Même si elle l'a moins été durant tout ce conflit que les autres minorités, ça je le rappelle toujours, les yézidis, les chiites et les shabaks en particulier ont payé un tribut extrêmement lourd à Daesh. Mais on ne savait pas encore à l'époque quel allait être le sort de ces minorités, on savait juste que c'était une énorme menace. Donc le cardinal Barbarin nous a réunis avec quelques-uns de ses conseillers et nous avons dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là on a imaginé, si vous voulez, de faire non pas simplement une tribune dans le Figaro, tribune qui était absolument remarquable puisqu'elle a été construite par moi et par Pierre, le directeur du cardinal, donc je peux vous dire que c'était vraiment une excellente tribune. Mais faire une tribune dans le Figaro, si vous voulez, c'est un bon début. Mais disons que sur les lecteurs du Figaro, qui sont déjà pas la majorité des Français, il y allait avoir environ 10% des gens qui allaient la lire jusqu'au bout, et sur ces 10%, seulement peut-être 1% qui allaient pas oublier ce qui se disait. Et puis on s'est dit, surtout, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que le mal et que le péché gangrenait l'humanité? Il n'a pas fait une tribune dans Valeurs Actuelles pour dire c'est pas bien.
pris sa croix, il est allé. Donc le cardinal, c'est ce qu'il a fait. Et l'avantage du numérique, c'est que grâce à ces réseaux sociaux, il y a pu y avoir une onde de choc démesurément grande par rapport à ce tout petit voyage de quelques jours d'un cardinal en Irak. Quand on est rentré d'Erbil, puisqu'on ne pouvait déjà plus accéder à Mossoul, on est allé à Karakoche, 4 jours après qu'on soit rentré, Karakoche tombait. Quand on est rentré, donc, on a fait la revue de presse. Vous savez, à la direction de la communication, on fait des trucs super emballants du genre la revue de presse. On fait une alerte Google et puis on dit, ben voilà, on a parlé ce matin de telles choses qui peuvent intéresser le diocèse de Lyon, etc. Plus de 6000 articles dans toutes les langues parlaient de ce voyage du cardinal Barbarin. Il y avait des trucs totalement improbables, des articles en ourdou, en vietnamien, enfin des trucs. Voilà, et je me souviens, enfin, pour l'anecdote, qu'on n'avait même pas assez de papier dans les réserves pour compiler toute la revue de presse, donc on a fait une revue de presse électronique, enfin. Et voilà, donc l'idée, si vous voulez, c'est de se dire que au cœur de chaque être humain, il y a quelque chose de fondamental. C'est anthropologique, c'est vraiment quelque chose que tout être humain a, qui est d'être transcendé par la beauté du dérisoire et de l'absurde. Je m'explique. Jésus, qui vient non seulement mourir innocent, à la place d'un coupable, mais en plus pour les coupables, quoi de plus absurde, quoi de plus dérisoire, et quoi de plus beau. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est ce qui touche l'humanité, c'est ce qui touche l'homme en profondeur. Du coup, Internet, c'est un vecteur absolument formidable pour ça, parce qu'on peut faire passer ce dérisoire, cet inutile et cette beauté à des milliers et des milliers de gens, et là, ça se transmet de manière complètement virale. La viralité, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé par Internet, mais qu'Internet a démultiplié. Par exemple, pour vous donner un exemple, est-ce que vous savez en combien de temps les 95 thèses de Martin Luther au XVe siècle sont devenues virales? C'est de l'eau. Eh bien, en l'espace de 2 semaines, je vous rappelle que Martin Luther, donc, qui était moine à l'époque, a été placardé sur les portes de son église en Allemagne, les 95 thèses dans lesquelles il réfutait un certain nombre de choses, et il disait qu'il y avait un certain nombre de choses dans l'église qui n'allaient pas. On était donc à l'époque de l'invention de l'imprimerie, vous voyez, enfin, c'est vraiment la toute fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, et en l'espace de 2 semaines, toute l'Allemagne, tout le territoire qui est recouvert actuellement par l'Allemagne, avait entendu parler des thèses de Luther. Et en 4 semaines, c'est toute l'Europe qui en avait entendu parler. Luther était viral, bien avant Internet. Et pourquoi est-ce qu'il était viral? Parce qu'il avait un message qui était extrêmement simple. Il n'y avait pas de question de copyright. Tout le monde pouvait lire, diffuser, lire aux illettrés, etc., ses thèses. Il avait des formules extrêmement simples. Il recherchait à ce que la contradiction soit menée sur ses thèses. Et en fait, au lieu, finalement, de dire ses thèses du haut d'une chaire, il a fondé une communauté autour de ces thèses qui a permis la diffusion massive de ces idées à travers toute l'Europe. Et cet exemple-là nous fait comprendre qu'en fait, c'est pas l'outil qui va donner la viralité, c'est le concept de départ. L'outil, il sera là juste, en fait, pour vous aider à démultiplier le nombre de chocs.
Mais si votre concept de départ n'est pas simple, innovant, participatif, et ne parle pas en profondeur à l'humanité et au cœur des gens, vous pourrez mettre tous les moyens que vous voudrez, ça ne marchera jamais. Pour terminer, avant de passer la parole au bon docteur, non, au mauvais docteur, good cop, bad cop. Utilisez jusqu'à la corde, usez-les jusqu'à la corde, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Gardez simplement toujours en mémoire que, premièrement, Internet n'oublie jamais rien. Et ça, je pense que les deux autres vont vous en parler longuement. Même Snapchat, qui dit qu'il garde rien et tout ça, c'est des conneries, vous savez. Ça n'existe pas. Le droit à l'oubli sur Internet n'existe pas. Ce qui d'ailleurs, théologiquement, ouvre des questions immenses sur la question de la miséricorde. Quelle miséricorde est possible dans un monde où rien n'est oublié? Non mais c'est vrai, autrefois il y avait des congrégations où on pouvait, un peu comme à la Légion étrangère, on changeait de nom, changeait de vie, on avait interdiction de parler de son passé, etc. On pouvait avoir fait n'importe quoi auparavant, pas grave, c'était oublié, effacé. Aujourd'hui, avec Google, c'est plus possible. C'est plus possible du tout. Donc, gardez toujours ça en mémoire. Ensuite, sachez qu'à partir du moment où un outil est gratuit, et Facebook est gratuit, Twitter est gratuit, Facebook vous dit même c'est gratuit, ça le restera toujours, etc. Malgré les nombreux hoax qui circulent, du genre à partir de demain ça devient payant, toutes vos données personnelles, machin, etc. Voilà. C'est gratuit, donc ça a un prix, et ce prix c'est vous. Soyez bien conscients que ceux qui vous donnent les moyens d'être sur leur réseau, leur intérêt c'est de faire de vous des petits morceaux, de plus en plus petits. Et ces segments sont transformés en segments commerciaux et qu'on va chercher à faire de vous un gigantesque réservoir de commerce de niche. Il faut juste le savoir. Après, on peut s'en fiche et puis voilà, décider que de toute façon on a un bloc et qu'on ne verra pas les pubs ciblées, etc. Il faut le savoir quand même parce que c'est important de savoir que quand quelque chose est gratuit, c'est que le produit c'est vous, comme disait Larry Page, je crois. Voilà. Et dernière chose, essayez, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est dur, de ne pas systématiquement bloquer les chieurs. Non mais, c'est une vraie gymnastique. C'est limite une ascèse, parce que on est tellement... on a tellement plus l'habitude de la contradiction que du coup, quand quelqu'un nous contredit, ça devient insupportable. Donc, quand vous sentez que le bouton bloqué vous démange plus que de raison, envoyez un dernier message. Est-ce qu'on peut se prendre un café dans la vraie vie? Tu habites où? À Paris, très bien. Je passe à Paris tel jour, on essaye de se voir, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, de réticences, etc., qui tombent d'elles-mêmes quand on utilise les réseaux sociaux pour rencontrer des gens après, dans la vraie vie, ce qui est quand même mieux parce que le café et la bière, c'est meilleur en vrai qu'en virtuel. Je vous remercie. D'abord, merci pour cette belle invitation et cette organisation extrêmement professionnelle. Je suis impressionné par la qualité de l'événement, bravo. Alors ce que je vais vous dire va vous paraître extrêmement technique à côté, je suis désolé, je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai pas des vues comme ça de vastes. Comme ça a été très bien dit, en fait, je suis au sein de Keosis plutôt chargé de la partie scientifique. Donc je côtoie des médecins, des chercheurs toute la journée, je visite des labos de recherche un peu partout aux États-Unis et en France. Pour une société qui est aussi, que certains ici connaissent, parce qu'ils
ils utilisent nos produits pour la radiologie. On fait des solutions d'imagerie pour faire des calculs et de l'analyse d'images, que ce soit pour des scanners, de l'IRM, de la radio, de la médecine nucléaire, de l'imagerie moléculaire en général, à la fois pour des centres d'imagerie, mais aussi pour aider les laboratoires pharmaceutiques à ce qu'on appelle mettre sur le marché leurs molécules. En gros, c'est qu'on intervient en fait comme un contrôleur, un bureau Veritas, en toute indépendance, pour dire si le médicament, pour une partie en tout cas, dire si le médicament répond bien à sa fonction d'efficacité et de sûreté. Alors évidemment, on est une petite brique dans ce dispositif-là, mais toute la brique est liée à l'imagerie. Et en ce sens, on utilise effectivement pas mal les big data à travers un gros programme ambitieux qui s'appelle Victoria, qui a pour but, je vous en parlerai un tout petit peu après, d'utiliser Big Data pour essayer d'apporter plus de simulation et d'intelligence dans les essais cliniques, pour avoir une meilleure vue sur la mécanique d'action des médicaments et limiter le recours aux patients. Alors en fait, ça va être très simple, ce que je vais vous dire, ça va être en 3-4 points. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que la Big Data, avec quelques exemples sur notamment le Deep Learning, quels exemples on peut en tirer dans la vraie vie, et puis enfin, quels sont les risques, enfin en tout cas les points de vigilance particuliers que moi j'ai identifiés, parce qu'il y en a plein, et puis surtout quelles sont les opportunités, parce que c'est encore plus intéressant. Alors le Big Data, on en parle beaucoup, on n'a pas fini d'en parler, ça n'est vraiment que le début. En fait, c'est tout simplement une notion qui remonte à peu près à 1997. Il n'y a pas une définition hyper précise de ça. En gros, ça veut dire l'accès à des données extrêmement volumineuses, variées. Alors il y a même une règle des 3 V, mais je ne vais pas la détailler pour vous. Donc volumineuse et variée qui ne peut pas être traitée par des outils traditionnels. On pense à Excel ou des bases de données. C'est vrai que ce volume de données-là, il est dans la vie de tous les jours, on a de plus en plus de données parce que la vie est de plus en plus numérique. Il faut savoir que les données au sens numérique, on en a produit dans les 2 dernières années autant que dans les 2000 dernières années. Vous voyez ? Donc en 2 ans, on a produit plus de données que depuis 2000 ans. Et ça ne va pas s'arrêter puisque en 2020, on aura fait 50 fois plus encore. Et ça, des données numériques, il y en a partout. Et là, on pense aux réseaux sociaux, on pense à Google. Google, c'est 3,5 milliards de requêtes par jour. D'accord ? Facebook, c'est 1,8 milliard d'abonnés. Bon, ça va rien vous dire. Par contre, ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'il y a 1,2 milliard là-dessus qui se connectent tous les jours quand même. C'est pas juste des comptes qui ont été créés une fois comme ça. C'est pareil, des chiffres, il y en a plein, c'est 400 posts, pareil sur Facebook par jour. Donc tout ça, c'est un volume conséquent. Ça, c'est pour la partie réseaux sociaux. Je vais parler à peu près plus près du micro. Ça, c'est pour la partie réseaux sociaux. Pour la partie imagerie, vous, moi, on produit de plus en plus de données également. De la donnée en tant que compte rendu, mais aussi en tant qu'imagerie, parce que l'imagerie, d'abord, c'est volumineux, c'est pas structuré, et il y en a de plus en plus parce que c'est pas invasif. Donc c'est aussi un moyen d'essayer de diagnostiquer sans forcément ouvrir, sans forcément ponctionner. Donc on a de plus en plus recours à l'imagerie. C'est une très bonne chose, et ça prend de plus en plus de données. Tout ça, toute cette donnée-là pose la question du stockage, de son traitement, et également de la qualité de la collecte. Donc quand on voit toutes ces données-là, il va falloir être capable de la stocker et de la traiter. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est soit, mais qu'est-ce qui fait que, concrètement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus ? En fait, c'est une conjonction de choses. C'est d'une part le fait qu'on ait accès ces derniers temps à des infrastructures de calcul extrêmement performantes, ce qu'on appelle les HPC, les clusters, et puis le fait qu'on ait accès aussi, à travers le cloud, très facilement à des nœuds de machines. Aujourd'hui, plutôt que d'avoir mon ordinateur là en local, je peux aller commander pour 3 heures l'équivalent de 10 000 machines qui vont m'aider à réaliser une tâche donnée. Et ça va même pas me coûter très cher en fait. C'est ce qui d'ailleurs, à ce propos, a permis de craquer des codes cryptographiques il y a 2 ans, simplement dans le cadre d'une expérience d'un labo de recherche, sans avoir recours au serveur de la NASA, simplement en commandant pour l'équivalent de 10 heures plus de 2 ou 3 000 machines chez Amazon. Alors, Amazon, c'est le fournisseur de cloud qui supporte d'ailleurs la partie marché. Donc le fait qu'il y ait à la fois ces données, des capacités de calcul et de stockage extrêmement importantes qui sont disponibles, et enfin le dernier point, l'accès à des mathématiques de pointe, parce que ça c'est aussi la clé. Donc ce que j'entends par mathématiques, c'est qu'en fait ces 10 dernières années, il y a eu énormément de recherches fructueuses en mathématiques fondamentales et dans les domaines des statistiques, avec l'arrivée des statistiques par cluster. Et puis l'autre chose, c'est la remise à la mode par une fine équipe de 4 ou 5 personnes de ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra si vous avez des questions là-dessus plus tard, mais le deep learning, c'est la façon de répliquer en quelque sorte un réseau de neurones de façon informatique, de façon à faire apprendre à un système à répéter des tâches, mais pas à répéter de façon simplement, je dirais, à l'identique. C'est d'essayer d'apprendre comment fonctionne
un système et éventuellement même d'en déduire le modèle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc c'est qu'en fait, c'est le système lui-même qui va mettre de la sémantique et trouver une sémantique derrière les données qu'on lui fait ingérer. Donc ces trois choses-là, ces trois éléments-là, un volume de données extrêmement important et les outils pour les analyser, donc et les stocker, ça a donné lieu à des choses tout à fait remarquables. Alors j'en prends pour exemple quelques petites choses. D'abord la finance. Vous savez que la finance est très friande d'apprentissage et de modèles, donc c'est ce qui vous permet, ce qui permet aux financiers en tout cas de faire de la corrélation entre des événements qui apparemment n'ont pas du tout d'impact et des cours boursiers. Alors là, le problème de la finance, c'est que les événements, il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'il faut être capable de trouver l'événement qui a un impact au milieu d'une somme d'événements considérables qui, elle, ne sert absolument à rien. Donc c'est essayer de trouver l'effet papillon, si je puis dire. Et ça marche très très bien, à tel point que les algorithmes qui sont mis en place dans certains cas, pour aller le plus vite, causent à d'autres algorithmes. Et c'est un peu le problème, c'est qu'avec l'histoire de trading au débit, on arrive à avoir des algorithmes qui s'enchaînent et qui se parlent eux-mêmes sans forcément qu'il y ait intervention manuelle. Donc ça pose le problème du contrôle. Ça c'est un premier exemple. Les autres exemples classiques, c'est la reconnaissance faciale, par exemple. Alors, on sait que Google, Facebook, tout ça, quand vous mettez votre photo, si vous taguez un petit peu quelques amis, eh ben, ils vont retrouver dans toutes les autres photos, que vous soyez de face, de profil, etc. Puisqu'en fait, la machine a appris à reconnaître un certain nombre de points d'inflexion sur votre visage et est capable de vous reconnaître partout. Et ça, le nombre de points d'inflexion, c'est pas l'homme qui l'a trouvé, c'est la machine qui a dit si je veux différencier, distinguer des visages, il faut faire les choses de telle façon. Donc le concept même de visage a été découvert par apprentissage. Sachant que ce n'est pas de la donnée facile à manipuler parce qu'elle est dite non structurée. C'est exactement le même principe pour ce qu'on appelle le langage naturel, le langage parlé ou le langage écrit. Donc ça, il y a eu énormément de recherches de Google, d'IBM et là aussi des réseaux sociaux comme Facebook là-dessus pour comprendre comment fonctionne le langage naturel et pas simplement être capable de le retranscrire. Là, la compréhension, elle va jusqu'à la sémantique. Et on le verra plus tard avec IBM. De la même façon sur l'apprentissage, autre exemple du presque quotidien, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la Kinect. Ça va tendre à disparaître maintenant, mais c'était un espèce d'accessoire avec une caméra qui avait au-dessus des consoles de jeux Xbox. Bon, ça monte très en arrière. Mais en fait, ce système de caméra permet en somme de jouer à la Xbox sans forcément avoir de manette, simplement par la compréhension du mouvement. Il faut savoir que ça remonte à il y a plus de 20 ans. IBM, quand ils ont mis au point ce système, au tout départ, c'est des ingénieurs qui ont travaillé avec des athlètes, avec des petites boules, vous voyez, qu'on met au bout des articulations, devant des caméras, pour essayer de comprendre comment se découpe le mouvement et comment est-ce qu'on peut réussir à modéliser ce mouvement-là. Et donc ils ont mis ça dans une première version de la Kinect, ils l'ont libéré ils l'ont fourni auprès de tout un groupe d'Américains, plus de 1000, et ils ont fait l'apprentissage là-dessus. Et ce qu'ils ont réussi, c'était les tout début de l'apprentissage, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à diminuer ces 48 points pour n'obtenir qu'une petite dizaine qui sont nécessaires simplement à réussir à trouver le mouvement. Et après la Kinect qui a été déployée, ça a été ces choses-là. Donc ça c'est un exemple de raffinement du modèle par apprentissage. Et puis enfin deux exemples très récents qui sont assez éloquents. Donc c'est IBM Watson. Donc IBM c'est la firme qui faisait beaucoup d'ordinateurs autrefois, vous l'avez peut-être connu pour ça. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que IBM ne fait plus du tout d'informatique. Ils ont vendu leur branche ordinateur ou matériel à Lenovo et ils se concentrent que sur le service. Ils investissent énormément en intelligence artificielle, en data mining, etc. Donc, IBM, avec son produit qui s'appelle Watson, non pas parce que c'est Sherlock, mais parce que Watson, c'est le nom de l'inventeur d'IBM il y a du siècle dernier. Et à l'origine, ils faisaient d'ailleurs des machines à écrire, c'est dire s'ils sont inventifs. Donc, IBM Watson, qui est en fait un package marketing pour parler d'un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle chez IBM, ils lui ont fait avaler l'équivalent de tout Wikipédia. D'accord ? L'objectif, c'était de gagner un jeu qui s'appelle aux États-Unis Jeopardy. Alors d'aucuns diront que c'est une réplique de Qui veut gagner des millions. C'est vrai, c'est pas vrai à la fois parce qu'il y a une petite subtilité quand même dans Jeopardy, c'est que vous devez parier des sous sur la réponse que vous allez apporter. Donc il y a une petite complexité complémentaire qui fait que vous devez non seulement fournir une réponse, la bonne réponse si possible, mais essayer de miser sur le degré de confiance que vous avez. Vous imaginez que ce n'est pas quelque chose de simple, il ne suffit pas simplement de donner une réponse. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut quand même comprendre le langage naturel. C'est-à-dire qu'il y avait, de mémoire, il n'y avait pas de reconnaissance vocale dans ce jeu, mais il y avait quelqu'un qui retapait exactement la question du présentateur, stricto sensu. Donc il ne suffit pas juste d'aller chercher, de faire une recherche comme vous le feriez sous Google.
Et en 2011, IBM a battu, au jeu Jeopardy, en gain, a battu les 2 finalistes qui étaient là depuis plusieurs semaines. Donc ça c'était le premier signal qu'on avait franchi un pas dans la façon de comprendre, dans la façon dont la machine est capable d'appréhender des masses d'informations de façon tout à fait surprenante et intelligente. Et puis, enfin, plus proche de nous, en 2015, c'est AlphaGo de Google, ça a été bien rappelé, qui a été capable une première fois en 2015 de battre un joueur de Go. Donc le Go, c'est un équivalent d'hiver asiatique de l'échec, donc beaucoup plus stratégique et beaucoup plus compliqué. Et puis enfin, en 2016, battre 5 fois de suite le champion du monde de jeu de Go. Donc c'est dire si l'apprentissage a fait des progrès. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la partie analytics, dans les mots-clés, on va dire, et toute la partie intelligence cognitive ou informatique cognitive. Donc voilà un petit peu le big data, en somme, c'est donc cette fameuse masse de données, de collecte, et tous les outils de traitement qui vont avec, et donc d'analyse et de log. Alors c'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire que le jeu de Go, c'est très très bien, vous allez me dire, mais on fait quoi avec ça? Alors, quelques exemples de choses concrètes qui peuvent améliorer la vie de tous les jours et qui arrivent vraiment à nous aider. Je vais en prendre 3 dans le domaine du médical et 2 plutôt dans le domaine business. D'abord, effectivement, on va commencer par nous. En tant que K6 entreprise, ce qu'on fait nous déjà avec le big data, c'est d'essayer de simuler des organes, de simuler des patients et leur réponse à certaines thérapeutiques. Donc ça, on le fait par collecte d'un nombre très très important d'images, d'accord ? De façon à, l'objectif derrière, c'est de virtualiser ou de simuler ce qu'on appelle un essai clinique, c'est-à-dire un test de médicaments, de façon à limiter les patients qui vont rentrer dans cet essai clinique, d'abord pour aller plus vite, et puis parce que pour des pathologies rares dans lesquelles il y a peu de patients disponibles, vous imaginez bien que ça peut faciliter les choses si on peut se limiter à un très faible nombre de patients. Et ça, c'est un peu dans le même esprit que ce qu'a fait déjà il y a 20 ans Dassault Systèmes, pour simuler complètement le fonctionnement d'un avion. C'est-à-dire que la partie simulation elle-même, ça c'est pas neuf dans le domaine de la mécanique, ça existe déjà. Mais typiquement, Dassault, ce qu'ils ont fait c'est une entreprise entamée il y a plus de 20 ans, c'est qu'ils sont arrangés pour simuler tout le comportement d'un avion, depuis le décollage, le vol et l'atterrissage, toutes les pièces mécaniques en jeu dedans, de façon à être capable de simuler complètement ces phases-là et limiter le test. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'essais, je dirais, individuels ou d'essais d'ensemble. L'avion, il fait tous ses tests et puis après, il décolle et il atterrit. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est un premier exemple dans le concret, c'est d'essayer d'améliorer la façon dont on fait des essais cliniques. Le deuxième, c'est tout ce qui est médecine personnalisée. Et de plus en plus, vous savez qu'on a des traitements qui sont vraiment individuels, qui collent quelque part à votre expression génétique, ou en tout cas en partie. On est encore à des sous-populations et pas des individus encore aujourd'hui. Et donc, pour faire ça, il faut avoir ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des tests. Et pour faire ces tests-là, il faut être capable de faire une corrélation entre votre génome et puis les signes cliniques que vous développez. Et donc avant de réussir à trouver ça, il faut analyser une masse de données considérable pour être capable de trouver quels sont les bons indicateurs. Et ça, donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, typiquement à Harvard de l'autre côté de l'Atlantique, et pour lesquels, dans le centre anti-cancer de Harvard, tous les patients ont systématiquement une analyse génomique qui est faite. Et puis, il y a une équipe qui se charge de mettre en corrélation de l'imagerie, par exemple scanner ou IRM, avec ce génome et avec des signes cliniques, de façon à essayer de déterminer un peu à l'avance si vous allez être un bon répondeur pour telle ou telle thérapeutique, ou quel est votre indicateur pronostic pour cette thérapeutique, etc. Donc ça, c'est tout l'enjeu, un des enjeux de la médecine personnalisée, c'est être capable de prédire quelque part, d'anticiper sur l'efficacité d'un médicament sur vous. Troisième point, toujours dans la santé, et toujours avec IBM, toujours Watson. Aujourd'hui, ils sont capables, ça c'est beaucoup fait pareil aux États-Unis, de faire ingérer à Watson non plus Wikipédia, comme dans Jeopardy, mais toutes les publications scientifiques dans un domaine donné. Alors ça, c'est rendu possible parce que déjà, dans le milieu scientifique, les publications sont déjà indexées, donc par un système qu'on appelle PubMed, vous pouvez y avoir accès vous aussi, c'est tout à fait public, dans lequel, au-delà pour une certaine qualité de publication, on va les trouver systématiquement. Donc en fait, ils ont fait ingérer toutes ces publications à IBM, ils ont fait ingérer dans un hôpital donné tous les comptes rendus de scanners, tous les comptes rendus cliniques, et là, l'objectif, c'était de prendre en compte tout l'état de l'art scientifique, vous voyez, et puis aussi toute la population, toute la patientèle spécifique à l'hôpital,
ainsi que toutes les pratiques communes dans cet hôpital-là. C'est-à-dire que les médecins, ils ont tous leurs petites habitudes, donc il faut prendre en compte absolument ces choses-là. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que à partir de tout ça et de l'apprentissage, ils font un système expert qui aide le médecin à essayer de bâtir un diagnostic. Et c'est une aide, c'est pas un remplacement ici. Le but, c'est pas de dire, voilà, ce patient-là, il a ci ou il a ça. Parce que ça, c'est le médecin qui va pouvoir le trouver. Par contre, le médecin, le radiologue en l'occurrence, il n'a pas forcément sous le coude de toute la littérature et les derniers trucs publiés. Et ce que je trouve très vertueux là-dedans, c'est que cette assistance-là est donnée avec un outil qui est très lisible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est présenté, bon, ça ne vous dira rien, mais c'est présenté un peu sous la forme d'un entonnoir dans lequel le logiciel propose des choses en expliquant un peu quelle a été sa démarche et d'où ça vient. Donc en fait, c'est vraiment un outil d'aide et éventuellement, ça suggère des questions complémentaires pour affiner le diagnostic, pour se dire, bah, si on savait telle caractéristique, eh ben, on réduirait encore les chances que ce soit ci, ça ou ça. Mais jamais c'est directement un diagnostic. Ils se refusent pour l'instant en tout cas à faire ça. Donc là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien que ce n'est pas un remplacement, c'est une aide, c'est un appui pour avoir en permanence, je dirais, l'état de l'art courant et une bonne application, je dirais, au cas concret. Donc ça, c'était les exemples dans le domaine de la santé. Dans le domaine du business, alors, un bon exemple, je trouve, même si leur modèle social est tout à fait discutable, c'est Uber. Je vois qu'il n'y a aucun cheveu qui se laisse encore sur la tête, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En fait, ce qui est très intéressant, un des points intéressants, je trouve, dans Uber, c'est qu'ils ont mis en place une équipe de mathématiciens de choc pour créer des algorithmes qui maximisent, en théorie en tout cas, le revenu des chauffeurs et qui baissent les taxes. Et pour faire ça, en fait, ils se servent en permanence de votre téléphone, sur lequel l'application vous géolocalise, que l'application soit démarrée ou pas, c'est comme Waze, en permanence il y a la localisation, sauf vraiment si vous faites l'effort d'aller supprimer toute localisation. Et donc en fait, ça, où sont vos clients. Le chauffeur de taxi, enfin le chauffeur lui-même, il a une appli qui est beaucoup plus développée et qui le prépositionne. Et donc vous savez que l'offre de taxi, elle est hyper flexible. C'est-à-dire que les besoins en termes de localisation et en termes de moments dans la journée, ça varie énormément. Et donc en fait, toute la stratégie d'Uber, enfin une partie de la stratégie commerciale d'Uber repose sur le prépositionnement correct de ces chauffeurs au bon endroit et de faire varier le prix de la course en fonction du moment de la journée. Donc en fait, vous avez quelque chose qui gère complètement l'offre élastique et de façon à avoir une course qui coûte la moins cher possible, d'avoir un chauffeur qui soit le plus proche possible pour que vous ne l'attendiez pas non plus, hein, et puis faire en sorte que les chauffeurs aient le maximum de courses sans avoir d'intercourse. Donc ça c'est typiquement un bon exemple de ce qu'on appelle l'apprentissage en direct. Donc ils ont bâti des modèles là-dessus, de façon à faciliter la vie et maximiser le retour sur investissement. Ça c'est le démarrage aussi, ça c'est un autre point, de ce qu'on appelle l'économie collaborative, dans lequel en fait il y a une collaboration entre les différents acteurs avec un circuit de confiance. Et là, moi, ce que je trouve très bien dans Uber, c'est que vous avez le chauffeur qui note le client et le client qui note le chauffeur. Donc là, ça crée quelque part un lien de qualité de service qui est tout à fait vertueux. Et puis enfin, toujours dans le même domaine, alors je ne parle pas vraiment de l'amélioration de l'expertise, de l'expérience client, parce que ça c'est évident, ça a d'ailleurs été bien évoqué en introduction. Évidemment, le big data, quand vous avez des profils clients, quand vous avez des indicateurs sur ce qui se passe chez vos clients, comment ils consomment, etc., vous allez aussi pouvoir améliorer leur expérience utilisateur, comme on dit. Ça, c'est un des gros chevals de bataille d'Amazon qui ne vous fait pas des pubs partout, mais qui va plutôt essayer de vous proposer les choses qui sont en relation avec ce que vous avez commandé la dernière fois. Enfin, et puis d'essayer de faire ça de façon très rapide, de façon à ce que vous n'ayez pas à attendre. Parce que c'est exaspérant d'attendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tu l'as très bien dit. On devient mais hyper exigeant et ça devient un critique et on devient très stressé dès qu'on attend. Donc eux, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Et donc du coup, toujours dans les économies collaboratives, en fait, ça permet, le big data et ces analyses-là, de déployer ce qu'on appelle les stratégies océan bleu. Bon, je vous dis peut-être pas grand-chose, mais par rapport aux stratégies qui sont plutôt océan rouge, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une concurrence, c'est la mare de sang dans laquelle il y a tous les requins qui se battent, ça permet de trouver des niches. Alors on dit des niches, mais ça peut être des gros secteurs d'économie avec beaucoup de valeur, mais dans lesquels vous êtes les seuls à intervenir parce que vous êtes les premiers à apporter une espèce d'intelligence particulière. Et dans cela, on peut citer par exemple des gens comme Blablacar, qui ont compris le modèle, qui ont réussi à trouver les bonnes façons de modéliser les positions clients, qui ont apporté l'outil qui va avec. Il y a aussi du Airbnb, ça fait partie aussi de cette catégorie. Et puis enfin, dernier exemple, c'est tout ce qui est notion d'assistant, donc Siri ou une version plus perfectionnée Cortana, et puis
puis après, en mode dérivé, si vous l'habillez avec un peu de robotique, et puis des formes plus humanoïdes qui sont destinées à soit aider certains malades, soit faciliter en tant que presque animal de compagnie les personnes isolées. Et dont on peut se poser la question d'ailleurs du droit juridique ou la personnalité juridique de ces robots qui partagent beaucoup de la vie de leurs propriétaires. Pour avancer, quelques limites et les opportunités que je vois là-dessus. Alors, en termes de limites, quelques-unes, hein, c'est le point de vigilance plus que des limites. Attention à la partie données privées, données personnelles. Ce qu'il faut savoir, et ça a été dit par un gars de Princeton en 2013, c'est qu'il a démontré que l'anonymat était algorithmiquement impossible désormais. En bref, ça reprend de façon peut-être un peu plus formelle et robuste ce que disait déjà Sweeney du MIT il y a une dizaine d'années, et qui a montré qu'on pouvait repérer, on pouvait identifier formellement 87% de la population américaine, simplement avec 3 choses, un code postal, une date de naissance et le sexe. Vous voyez, donc c'est quand même mince, et vous repérez avec ça 87% de la population des États-Unis. En fait, ce que ça veut dire ça, c'est que prise indépendamment, les informations que vous mettez à droite à gauche ne vous permettent pas de vous identifier. Par contre, dès que vous en regroupez plusieurs, on vous identifie à coup sûr. Et ça pose le problème du cloisonnement de l'information. Hein. Typiquement, si je perds mes clés, ça arrive à des gens très bien, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, la question que je me suis posée, c'est pas est-ce qu'il faut que je rachète une clé, c'est est-ce que j'avais laissé mon portefeuille avec. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre clé et votre adresse, évidemment, c'est plus du tout la même chose. C'est le regroupement des informations qui est dangereux. Et à ce titre, la sécurité du coup devient très importante et l'hôpital est un lieu qui devient critique et les hackers l'ont bien compris parce qu'en fait à l'hôpital vous avez une réunion de données qui est très importante. Vous avez à la fois votre identité, votre couverture et vos moyens de paiement. Donc c'est plus facile d'aller attaquer un hôpital que finalement d'aller attaquer dans une banque où vous avez finalement moins d'informations et qui est plus protégée. Et donc du coup la technique de dire je n'ai rien à cacher, c'est sûrement vrai, mais néanmoins méfiez-vous quand même du cloisonnement parce que même si vous n'avez rien à cacher, des gens peuvent venir vous voler des choses à cause de ça. Et c'est d'autant plus critique que maintenant avec la globalisation, les réglementations et les lois ne sont pas les mêmes en termes de protection de vos données en France, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et ça facilite beaucoup les choses d'entreprises qui vont vous collecter les données si elles sont immatriculées. Un deuxième point, donc la sécurité j'en ai déjà parlé, un deuxième point de vigilance c'est l'intégrité et la qualité des données. On voit bien évidemment, certains font la comparaison des big data avec une recette de cuisine. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez des données, c'est vos ingrédients, vous prenez un algorithme, c'est votre recette elle-même, et puis ensuite quand vous mélangez tout ça, vous appliquez la recette aux données, vous obtenez le résultat. Si jamais vous prenez des fruits pourris, évidemment, votre tarte, elle sera mauvaise. Donc ça, c'est la partie intégrité et confiance dans les données. Si vous prenez des mauvaises données, vous obtiendrez de mauvais résultats. Et ça, de nos jours, c'est pas si évident, ne serait-ce que dans des domaines scientifiques où il arrive que des publications soient biaisées, voire carrément fausses. Ça s'est vu récemment sur tout un jeu de publications chinoises qui était complètement en dehors des clous, mais bon, c'est vrai qu'il y a une pression à la publication qui peut expliquer ça. Donc la qualité des données est très importante et l'intégrité des données est très importante. Ça va être capable de savoir si la source elle est fiable. Alors ça, c'est pas très évident. Par contre, il y a une méthode qui sera peut-être mise un jour en place. Après Big Data, c'est le next step, on va dire, qui est le blockchain. Alors j'en parlerai pas ici, sauf peut-être sur les questions si ça vous intéresse, mais c'est un vrai sujet à venir. Le blockchain en 2 mots, enfin en 1 mot plutôt, c'est la technologie qui est sous-jacente à une crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement robuste et qui permet d'assurer, comme ça, de façon relativement simple, des circuits de confiance. Dernier point, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est très bien tout ça, c'est très technologique, c'est très sympa, mais ça rend beaucoup de services. Mais la vraie question qu'il faut se poser, et c'est pour ça que ça doit nous concerner tous, même ceux qui sont technophobes, c'est que derrière toute la technologie, les scientifiques, les mathématiciens, tout cet empilement-là, il y a un usage. Et c'est ça qui est important. C'est l'usage qu'on fait de ces technologies-là qui est très important parce qu'on peut faire un bon comme un moins bon usage. Si on prend par exemple les simulations de patients pour essayer de regarder si on peut améliorer les cliniques, voilà, c'est un usage qui n'est pas purement business, qui a une espèce de vocation à aider les patients. Pareil pour les systèmes experts
qui aide les médecins à mieux diagnostiquer un certain nombre de maladies. Si maintenant vos données sont utilisées par un système d'assurance qui va vous faire une décote parce qu'il trouve que vous ne faites pas assez de sport, donc vous êtes un patient en risque, là vous allez moins rigoler. Et puis il ne faut pas en rigoler parce que ça pourra arriver. Nous ici en France, on est protégé avec la loi E20 sur tout ce qui est mutuel. Et aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et si vous regardez tous les prêts, par exemple immobiliers, on vous demande, parce que là vous n'êtes pas protégé par la loi E20, on vous demande des tas d'analyses de sang. Donc si demain ça arrivait et qu'on vous demandait de faire de la course à pied, ça vous ferait beaucoup moins rien. Donc l'usage est vraiment important, il faut vraiment se saisir de cette question d'usage. Et puis enfin, ce que je voulais dire, c'est la partie opportunité. Alors il se trouve qu'en fait, il y en a plusieurs. La première, à mon avis, c'est qu'il se trouve qu'en France, on a quand même une école de mathématiques. Alors je ne parle pas de la formation en elle-même, ça c'est encore un autre sujet, mais on a, disons, des mathématiciens de tout premier plan, avec les instituts Poincaré, avec plein de choses. On a une expérience mathématique historique et scientifique historique qui est de tout premier plan, qui vaut largement celle des Américains, qui vaut largement celle des Russes, même si elle est moins forte aujourd'hui. Donc dans tous ces domaines qui nécessitent vraiment des mathématiques de pointe et des scientifiques pour faire tourner, je pense qu'on a des cartes à jouer tout à fait intéressantes. Et puis ensuite, il faut anticiper le fait que ça va occasionner des mutations dans nos métiers. Typiquement, dans tous les métiers qui n'apportent pas de valeur en termes d'intégration, en termes de gestion des données, vont tout simplement disparaître. Par contre, il y a de nouveaux métiers qui vont être créés en tant que data manager, manipulation des données, trouver des bons modèles, régler les apprentissages, gérer les usages. Tout ça, ça va permettre ça va créer de nouveaux métiers. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors vous allez enfin assister au tableau le plus faible de cette chose-là, puisque vous avez eu la version philosophique, la version scientifique, et maintenant on va raconter des petites histoires. Je vous prie de m'excuser, je suis un peu raide ce soir. Il faut que je manie la télécommande en même temps, ce qui est un peu moins... Ce qui prouve que le tableau est plus faible, puisqu'il y a des images. Alors, on va partir de la phrase d'Aldous Huxley qui disait que la médecine avait fait tellement de progrès que personne n'était en bonne santé, ce qui est un marché absolument fabuleux pour les médecins, mais dans les faits, c'est pas quelque chose qui est très rassurant pour vous. Je voudrais commencer par une petite histoire. La petite histoire est la suivante. Alors vous avez des petits dessins pour rire derrière. La petite histoire est la suivante. Vous êtes déprimé par l'Europe, vous avez décidé de partir et donc vous décidez d'aller vous installer en Angleterre aujourd'hui. Et puis parce que vous aimez la pluie et les paysages verts, vous allez vous installer dans le nord de l'Angleterre. Et vous tombez malade, vous êtes éligible au service de santé anglais. Le service de santé anglais est un peu spécial, c'est un service d'État avec des lenteurs extrêmement importantes, connu sous le nom de NHS. Et le NHS, vous avez une appendicite et vous appelez le service d'urgence, vous appelez le 15 pour avoir quelqu'un. Et le 15 vous envoie quelqu'un, vous avez une voix extrêmement aimable au téléphone qui va vous envoyer quelqu'un et qui va gérer parfaitement votre problème. Cette voix, elle appartient à Babylon Health, c'est-à-dire c'est un bot, c'est une intelligence artificielle auto-apprenante, je le disait très bien Pierre, qui gère les urgences. Donc en fait, il n'y a plus d'être humain qui répond au téléphone pour les urgences, les médecins sont en deuxième ligne. Sauf qu'il y a eu un problème technique, elle va être généralisée à la totalité de l'Angleterre, ça a amélioré considérablement les délais de prise en charge, qui est le gros problème de l'NHS. Mais le problème de Babylon Health, c'est que si vous êtes migraineux, que vous vous tordez de douleur et que vous avez effroyablement mal, l'intelligence artificielle qui n'a pas d'émotion pense que vous n'avez pas besoin de service d'urgence et elle n'envoie personne. Et donc il y a eu un problème sur la gestion des migraineux, parce qu'effectivement, le problème c'est que ce sont des gens qui ont besoin d'une prise en charge urgente et qui pour autant ne sont absolument pas pris en charge. Donc on voit bien déjà, rien que sur cet exemple-là, la double valence qui existe derrière. La médecine s'est toujours développée sur le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que finalement, depuis 2000 ans, on demande que le médecin établisse une relation de confiance et qu'il garde pour lui tout ce qu'il a vu dans le secret des maisons, des gens qu'il visite. Sauf que le problème, c'est qu'avec une accélération depuis la fin du 19e et de manière beaucoup plus importante depuis la fin de la guerre, de la dernière guerre mondiale, qui est probablement 1950, le progrès technique est devenu un élément de plus en plus important. Et c'est ce qui est devenu prééminent dans les 30 dernières années. À tel point que maintenant, il y a une espèce de basculement dans la population qu'on constate nous en
consultation tous les jours, qui est le fait que la maladie soit une injustice et que la mort soit une injustice. Et ça finit par devenir un problème technique, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une société qui s'appelle Calico. Cette société est un satellite de Google. Calico existe depuis maintenant 4 ans. Ils ont absorbé 1,5 milliard de dollars de crédits dévoyés par Google. Ces crédits sont faits pour lutter contre la mort. Calico, qui travaille à plein temps avec des chercheurs de très haut niveau, n'a produit pour l'instant aucune publication. On ne sait pas ce qui se passe derrière leur mur. On a quand même une petite idée. Alors je vous présente 2 garçons sympathiques. À ma gauche, Ray Kurzweil. Si vous lisez un peu, vous l'avez déjà croisé. Ray Kurzweil est un type qui a développé une intelligence artificielle et qui l'a développé tellement bien qu'il a été recruté par Google. Alors c'est le fameux monsieur qui a expliqué que nous allions assister à la mort de la mort. C'est pas Laurent Alexandre qui l'a dit. Laurent Alexandre n'a fait que citer Ray Kurzweil. C'est Kurzweil qui l'a dit. Sauf qu'on voit bien que son modèle est un peu limité, parce que d'abord Ray Kurzweil vieillit. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous suivez Ray Kurzweil toute la journée, il répartit les prises de 47 pilules sur 19 prises toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, ce garçon mange peu, si ce n'est des comprimés. C'est un peu limité. À ma droite, Peter Thiel. Alors, un individu intéressant, le patron de Netflix, si vous êtes un peu branché, Netflix, c'est le truc à la mode qui diffuse des séries. Peter Thiel a pour ambition, dans 10 ans de ça, de vous implanter à l'intérieur de votre cerveau. Alors, c'est pas un grand délirant, je fais juste une petite parenthèse, mais Elon Musk, qui est le patron de Tesla, vient de dire exactement la même chose il y a 10 jours, de vous implanter à l'intérieur du cerveau ce qui s'appelle des chips. Les chips, ce sont des microprocesseurs connectés à vos neurones, des microprocesseurs qui marchent avec votre cerveau, et qui vous permettra de voir Netflix directement dans votre cerveau, et pas d'avoir besoin d'un écran ou d'un quelconque téléphone. Peter Thiel est un démiurge, c'est-à-dire que ce garçon a la volonté de contrôler la totalité de la vie. Il a l'aime il est pour vous dire, c'est Michel Lévy-Provençal qui racontait ça, qui est le patron de TED en France. TED, c'est les conférences sur Internet. Monsieur Thiel se fait injecter 2 fois par semaine, se fait transfuser 2 fois par semaine du sang de jeunes étudiants de moins de 28 ans qui lui vendent le sang pour garder sa jeunesse éternelle. Donc on voit bien que ces gens-là ont une vision de la vie un petit peu compliquée. Mais il ne faut pas oublier que dans la médecine, vous avez 2 entités extrêmement importantes. Alors vous savez, c'est les fameux acronymes qu'on utilise, qui sont les GAFAM. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et vous avez de l'autre côté une autre entité que les Européens n'identifient pas, qu'on appelle BOWS, B-A-W-S, qui est Baidu, Alibaba, Wenchen et le S, je ne sais jamais qui c'est, qui sont les 4 structures équivalentes chinoises. Que ce soit les GAFAM ou que ce soit BOWS, ces gens-là investissent 80% de leurs bénéfices à l'intérieur du secteur de la santé. Donc on voit très bien où est-ce qu'ils vont arriver. C'est-à-dire qu'une des grandes applications des intelligences artificielles, c'est le marché de la santé. Pour eux, c'est un marché. Est-ce qu'il faut croire à la mort de la mort? Alors en fait, il y a eu une réunion très intéressante il n'y a pas très longtemps. La réunion très intéressante disait, c'est une réunion qui a eu lieu avec un épidémiologiste, c'est pas facile, excusez-moi, de très haute volée, qui est un Français qui s'appelle Jean-François Toussaint, qui a fait une réunion commune avec un philosophe qui s'appelle Stigler, dont on parlera à la fin. Jean-François Toussaint démontre 2 choses. La première chose, c'est que depuis l'avènement du numérique aux États-Unis, l'espérance de vie a reculé de 3 ans. Ce qui prouve bien que les techniques numériques ne sont pas si performantes que ça en termes d'espérance de vie. Et ils ont fait un calcul inverse, qui est que si on supprimait le cancer, et il y a de fortes chances, alors je pèse mes mots, mais il y a de fortes chances que dans 15 ans, on ait réglé une grosse partie du problème du cancer, avec des techniques très innovantes comme par exemple les nanoparticules, on ne gagnerait que 3 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on regagnerait ce qui a été perdu. Il existe donc bien la fameuse notion du plafond de verre qui fait que la vie éternelle numérique n'est pas encore pour demain. Pour autant, quelle question ça pose dans la médecine? C'est-à-dire que finalement, la médecine prédictive, les gènes qui prédisent, on sait très bien qu'on est revenu là-dessus. Vous savez, il y a eu une grosse agitation sur toute la partie annonce du diagnostic, manipulation du gène, CRISPR-Cas9, c'est pas facile à dire, qui est une espèce de boîte à outils qui permet de bricoler les gènes très facilement, alors qu'avant c'était très difficile. On sait très bien que finalement, il y a des régulations qui sont liées à des facteurs environnementaux, alors pas les ondes, le gluten et les choses dans ce style-là, mais des facteurs environnementaux qui sont votre notion de stress, votre bonheur, etc. Et qui changent l'expression de l'ADN. Donc là-dessus, on va prendre beaucoup plus de temps que prévu
pour pouvoir manipuler le gène. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de basculer dans un soin technique. C'est-à-dire que finalement, il y a une vraie question pour les médecins à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on soigne les gens ou est-ce qu'on prend soin des gens? Le soin, c'est la partie technique, c'est la partie qui a explosé dans les 30 dernières années. Prendre soin, c'est passer du temps avec les gens, et c'est pas forcément la partie qui a été très portée dans les dernières années. Par exemple, une très grosse société française qui œuvre à des petits dragons a inventé une cabine numérique. Cette cabine numérique a pour vocation de faire des diagnostics. Donc vous êtes assis dans un fauteuil de business class à peu près, à l'intérieur d'une cabine qui a un environnement très agréable, et cette cabine prend votre tension, mesure votre saturation, calcule un certain nombre d'éléments, on sera même probablement capable d'analyser le sang sans faire de piqûre, et est capable de faire un certain nombre de radiologies. Si vous implantez dans les déserts médicaux cette cabine, et que quand vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aller vous asseoir dans la cabine, vous avez gagné une sécurité extrêmement importante, et vous résolvez un certain nombre de problèmes démographiques médicaux. Pour autant, qui lit les données? C'est-à-dire, qui est le médecin qui lit? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Quelle réponse va-t-elle donner? Comment va-t-elle vous annoncer le résultat? Et comment ça va se passer? On touche là l'amélioration technique de la médecine. C'est-à-dire finalement, à la fois le voyage est vertigineux, c'est très enthousiasmant, parce que très honnêtement, on est à l'heure actuelle en train d'assister, grâce à Pierre ou grâce aux gens comme Pierre, à des moments où vous arrivez dans une salle, on vous explique que telle maladie était incurable et les malades mourraient à 100% des cas dans 2 ans, et il y a un type qui rentre, qui se met à un papier et qui vous explique, voilà, on l'a fait sur 70 malades, ils sont tous vivants 5 ans après. Donc on voit des pans entiers, en particulier dans la cancérologie et dans certaines maladies neurologiques, on voit des pans entiers de maladies incurables qui deviennent brutalement curables. La difficulté, c'est est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on améliore les gens? Alors je voudrais juste faire émettre une petite précision. C'est la fameuse notion du transhumanisme et de l'homme augmenté. L'augmentation de l'être humain, c'est une vieille chose. Cette chose-là, je viens de la retirer, je ne vous vois plus, cette chose-là est une augmentation de l'être humain. J'ai 51 ans, je suis presbyte, je ne vois plus rien, je vous le dis objectivement, et donc si je n'ai pas mes lunettes, je ne vous vois pas. Ça m'augmente. Alors en fait, ça me répare, mais ça m'augmente, ça augmente mes capacités. Si je deviens sourd dans une dizaine d'années, ce qui est le cas de 30% des gens de 60 ans, j'aurai une très jolie oreillette au-dessus de ma branche de lunettes, laquelle oreillette, sonotone améliorée, est un système d'augmentation. C'est un système de réparation, mais on augmente l'être humain que je suis si je deviens sourd. Mais il y a des choses plus subtiles pour vous faire toucher du doigt. Cette invention-là est une invention fondamentale, ça a l'air de rien. C'est une lentille. Donc vous allez mettre cette lentille-là sur votre œil, et si vous êtes diabétique, c'est Google qui est à l'origine du produit. Si vous êtes diabétique, cette lentille, alors je vous rassure, quand vous l'avez dessus, vous ne voyez pas le chips qui est sur le côté. Cette lentille va prendre votre glycémie. Si vous êtes diabétique, vous allez être obligé de vous piquer plusieurs fois par jour. Si vous avez besoin d'insuline, vous êtes obligé de piquer le bout de vos doigts, ce qui fait que vous n'aurez plus beaucoup de sensibilité au bout des doigts, c'est pas très agréable, et puis vous allez être obligé de vous faire l'injection. Cette lentille-là prend toute seule votre glycémie. Vous n'avez plus besoin de vous piquer, elle marche très bien. Donc vous allez avoir sur votre téléphone, alors ce qui pose des problèmes de sécurité, puisqu'il faut quand même ne pas avoir l'intrusion dans votre téléphone, mais vous allez avoir dans votre téléphone vos données de glycémie, vous n'avez plus besoin de vous piquer. Si on pousse plus loin, et il ne faut pas pousser beaucoup, un certain nombre de diabétiques commencent à avoir des pompes implantables. Si la pompe est reliée directement à la glycémie avec une intelligence artificielle de base, et bien vous avez inventé le pancréas artificiel. Donc on est à 2 doigts du pancréas artificiel, et donc vous avez réglé le problème des diabétiques, qui correspond à des millions de personnes sur la planète. Alors c'est fantastique. Honnêtement, personne ne peut dire c'est monstrueux. Pour autant, cette chose-là calcule votre alcoolémie. Cette chose-là calcule votre cholestérol. Donc, si vous picolez, si vous prenez de l'alcool régulièrement, qui je vous rappelle, si vous avez des diabétiques dans vos familles, du sucre, si vous ne respectez pas votre régime, que va dire votre assureur? Puisque vous avez une transgression évidente de votre intimité, et ces données seront transmises aux circuits médicaux. On revient au cloisonnement, à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces progrès-là sont des progrès qui vont effectivement correspondre à un danger pour votre intimité. On va même aller plus loin. Parce que là, c'est votre intimité qui est en cause. Il existe un organe aux États-Unis qui s'appelle la DARPA. Alors, la DARPA, c'est dans toutes les bonnes séries américaines, mais elle existe vraiment. La DARPA, c'est l'organisme payeur qui supervise toutes les recherches militaires aux États-Unis. Si vous lisez
structure de la DARPA, vous vous apercevez que la DARPA a une lentille à zoom. C'est-à-dire qu'ils ont un cristallin à zoom. Je peux vous retirer votre cristallin et vous mettre un cristallin artificiel à l'intérieur de votre œil qui va vous permettre de zoomer. Vous avez votre appareil photo, vous savez ce que vous faites comme ça avec votre bout de doigt sur votre téléphone, et bien vous allez pouvoir le faire avec votre œil. Donc je vais vous proposer de faire une lentille à zoom d'un côté. Et donc vous allez me dire, vous êtes très gentil, mais moi je veux 2 lentilles à zoom parfaitement coordonnées. Donc vous allez vous faire arracher un cristallin naturel, qui a par ailleurs des vertus propres, pour avoir des lentilles à zoom des 2 côtés. Mais est-ce que beaucoup d'entre nous dans cette salle auraient besoin d'une lentille à zoom? On peut comprendre que le type qui est commando et qui gère, ou qui même à la limite le contrôleur aérien qui regarde les avions, qu'il ait une lentille à zoom, oui, mais moi, une lentille à zoom pour voir le malade de plus près, de toute façon, il n'est pas à 250 mètres derrière mon bureau, donc je n'ai pas besoin d'une lentille à zoom. Mais est-ce que nous aurons la capacité de dire non? Sachant la puissance de l'intelligence artificielle, donc je vais reprendre ce qu'on disait sur AlphaGo, mais quand Watson déjà gagne contre Kasparov en 97, le New York Times écrit un très joli article en disant de toute façon l'intelligence artificielle n'existera quand ça sera battu au Go, et c'est pas demain la veille, ça sera dans 50 ou 60 ans. La première victoire d'AlphaGo sur les champions de Go, c'est en 2015. Donc il a fallu 9 ans, à peu près. Et puis, il y a même une démarche encore plus importante, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce qui sous-tend l'idéologie GAFAM, alors c'est différent pour les bosses, c'est la religion hippie. Vous savez, les hippies voulaient changer le monde en utilisant les fleurs. Et en fait, quand vous regardez, les hippies sont recyclés, sont tous devenus patrons des GAFAM, c'est-à-dire qu'ils ont... Steve Jobs a grandi dans une communauté de Palo Alto, Larry Page a grandi aussi dans une communauté hippie, et donc il y a cette idéologie qui sous-tend. Et on a un aspect quasi messianique. Alors cette jolie chose est un exosquelette qui a été fait par Panasonic, c'est le dernier modèle, donc c'est le plus fin. L'exosquelette Panasonic vous permet, si vous êtes paraplégique, de remarcher. Alors, c'est pas très sexy là, à l'heure actuelle, parce que vous avez un gros sac à dos et des jambes qui sont un peu lourdes, mais ça permet de faire remarcher les paraplégiques. La machine est tellement puissante qu'elle a été utilisée à l'université de Chicago cet été, et ils ont fait remarcher, je ne rentre pas dans les techniques, ils ont fait remarcher 18 paraplégiques. Donc ces gens-là n'ont plus de fauteuil, ils marchent comme vous et moi avec ces appareils-là. Mais c'est tellement fort que non seulement la machine leur a permis de récupérer, mais ils ont récupéré des fonctions urinaires qui avaient été lésées au moment de la lésion de leur moelle épinière. Donc très honnêtement, il y a une récupération, l'organisme a pu récupérer encore mieux parce que vous les avez appareillés. On va continuer notre tour biblique, on fait réentendre les sourds. L'implant cochléaire a permis à des surdité de naissance d'entendre et d'avoir une vie normale. La surdité est un handicap très, très profond. Revoir les aveugles. Alors, les rétines artificielles débutantes commencent, c'est-à-dire qu'ont été implantés chez des aveugles ces appareils-là, qui sont des rétines artificielles. Alors, pour l'instant, l'aveugle voit des carrés de gris avec des choses qui bougent. Mais en fait, quelqu'un qui est aveugle de naissance est capable de voir un bus ou quelque chose arriver sur lui. Et donc, on sait très bien que la rétine artificielle en couleur, elle existera dans quelques années. Après, c'est des questions de puissance de calculateur et de miniaturisation des techniques, mais c'est tout. À partir du moment où on est capable de faire ça, on sera capable de faire des rétines artificielles qui permettront aux aveugles de revoir. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose dans l'implémentation technique qui augmente les choses. Et pour autant, est-ce que c'est un miracle? Non. Alors d'abord, c'est pas définitif. Et ensuite, on oublie toujours quelque chose, c'est que... Alors c'était très joli ici, il y a un petit film que vous pouvez regarder sur Internet, qui est un film qui parle des implants cochléaires. Il y a un film américain où ils ont rebranché, ils ont filmé pour la première fois, les sourds de naissance à qui ils rebranchaient l'implant cochléaire. Et vous voyez l'émotion des gens qui pleurent ou qui ont une réaction assez impressionnante quand vous les voyez réacquérir leur sens. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie, dans cette cartographie de l'intelligence, on oublie l'émotion. C'est-à-dire que finalement, le cerveau, il est pensé en termes de cartographie, c'est Elie Lobel, qui est le patron de la division ad hoc chez Orange, s'il est encore aujourd'hui, parce que ça change tellement vite, qui a parlé de cartographie cérébrale en 2016 et qui conçoit le cerveau comme une entité cartographique. C'est très important puisqu'il y a un certain nombre d'ordinateurs de recherche sur l'ordinateur quantique. Alors l'ordinateur quantique, je ne rentre pas dans le détail, c'est un ordinateur beaucoup plus puissant, ou l'ordinateur en Menistor qui est organisé comme ça, c'est-à-dire que le cerveau n'est conçu que comme une cartographie. C'est Eric Sadin, qui est un philosophe extrêmement intéressant, qui dit que en fait, le numérique et les algorithmes, c'est une langue, et c'est une langue mathématique.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas traduire les émotions en langue mathématique. Et toute la difficulté médicale, c'est de rester, de considérer l'émotion. Nicolas Butet dit que la distance la plus importante qui existe dans l'être humain, c'est la distance qui va de la tête au cœur. C'est exactement cette chose-là. Finalement, c'est très bien de concevoir ces soins qui sont des soins techniques, mais c'est une amplification technique, ça n'est pas une amplification émotionnelle, ce qui sera toujours une limite en médecine. Alors, je reprends mes notes, je suis désolé, je suis un peu perdu. En fait, un échange émotionnel, ça peut être synthétisé comme ça. Le schéma fait très joli, mais c'est à peu près ça. Je voudrais vous parler d'intelligence intuitive. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui va rester au médecin? Alors ceux qui me connaissent ont déjà entendu l'image de l'histoire 18 fois, je vous prie de m'en excuser. Nous sommes le 15 février 1989, le commandant Sullenberger, qui a fait des missions dans la guerre de Corée et qui a posé des avions dans des endroits extrêmement improbables, prend les commandes pour son avant-dernier vol, je crois, entre New York et Dallas. Il décolle tout le long de la Guardia, il fait froid, on est au mois de janvier, et à 800 mètres d'altitude, pas de bol, il croise un vol d'oie des bernages du Canada, 4 bernages dans chaque réacteur, plus de réacteur. Les 2 réacteurs s'arrêtent net. Il n'y a pas beaucoup de temps pour décider, ils sont 2 dans le cockpit, le copilote est expérimenté, mais moins expérimenté que le commandant Sullenberger, dit celui, et donc l'intelligence artificielle dit, voilà la boucle pour retourner à l'aéroport de la Guardia, voilà les pourcentages, si vous êtes trop court, vous écrasez sur le lotissement avant, comme l'avion est plein d'essence, on fait barbecue, on tue les passagers et un certain nombre de gens dans le lotissement. L'intelligence intuitive partielle, le copilote, celui qui a moins d'expérience, dit « mais devant, on a l'aéroport Peterborough », ce qui lui sera d'ailleurs reproché, il y aura un procès après. L'aéroport Peterborough, on sait grâce au support technique que la piste fait 1,8 km. Pour poser un Airbus plein de bagages et d'essence, il faut 2,3 km. Si on n'arrive pas à freiner l'Airbus dans les temps, il s'écrase en bout de piste, on brûle tout le monde. En tout cas, on va en tuer un certain nombre, dont nous. Mais au moins, on aura sauvé les gens du lotissement. Et le capitaine Sullenberger, qui a donc une expérience et une intelligence intuitive extrêmement importante, regarde sur la gauche de son appareil. Sur la gauche de son appareil, il n'y a pas de vent, il fait très froid et l'Hudson est parfaitement plate. Et tout le monde a vu cette image, il ramène l'Airbus sur l'Hudson en se disant si j'arrive à le poser et qu'il flotte, et je l'ai déjà fait, je sauve tout le monde, y compris l'avion. Il faut savoir que l'avion a perdu simplement un réacteur, ils ont même récupéré le bagage. Et il n'a pas mis en route le dispositif de flottabilité. Donc l'intelligence intuitive dans la médecine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et une société française qui fait quelque chose de très rigolo, c'est que pour améliorer la prise en charge des urgences des malades, ils utilisent les logs. Alors c'est quoi un log? Ils ont demandé aux médecins urgentistes de taper la totalité de leur consultation, de faire attention, tout ce qu'ils faisaient sur un ordinateur. Sans changer leur procédure, tout ce qu'ils faisaient sur un ordinateur. Et en fait, quand vous tapez sur un ordinateur, vous laissez des lignes de code. Ces lignes de code s'appellent des logs, et donc vous analysez les logs pour regarder ce qui se passe. Ils ont regardé les meilleurs urgentistes, c'est-à-dire ceux qui faisaient les meilleurs diagnostics et qui gagnaient le plus de temps possible sur les pathologies. Ceux qui étaient les plus efficaces et les plus gentils. Parce qu'il y avait une codification, une expérience client, donc le malade il disait il est gentil, il a bien fait son travail. Eh bien, on s'est aperçu que le renseignement fondamental qui permettait de faire la différence survenait dans le dernier temps de la consultation, généralement les 5 dernières minutes. Et c'est une expérience qu'on a tous, comme médecins, mais je pense que les juristes ou tous les gens qui reçoivent le public ont la même. Si vous créez une relation de confiance, que vous passez du temps avec le malade, il va finir par être effectivement en confiance, et c'est le moment où il va vous dire la chose importante. Et il vous le dira, la main sur la porte au moment où il va partir. Du coup, on voit bien que toute cette partie d'intelligence artificielle dans la médecine, elle est extrêmement intéressante tant qu'elle reste comme prompteur. Elle est plus problématique, et ça posera un certain nombre de questions d'assurance, si elle devient la structure diagnostique. C'est-à-dire si l'intelligence artificielle marche toute seule, on revient à Babylone Health du départ, elle méconnaît un certain nombre de détresses. Alors, je vous rassure, j'ai fini, vous allez pouvoir vous enfuir en courant. La première chose, c'est, je voudrais faire, alors, il y a un dernier avantage du médecin, je le fais, c'est que le médecin, il est écologique. Il faut bien qu'on plaide pour nous. Alors, ça veut dire quoi que le médecin est écologique? À l'heure actuelle, 6 piscines municipales sont chauffées par des serveurs qui sont sous les cuves. C'est-à-dire que quand vous faites tourner de l'intelligence artificielle, vous requérez beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'échauffement. Quand un médecin tourne, il a besoin de 2 grammes de sucre et de 4 litres d'oxygène, c'est-à-dire que son cerveau consomme pendant la journée à peu près en moyenne. Ce qui veut dire que vous avez un compromis entre le docteur Schweitzer, qui était très empathique avec
Donald, je crois qui était avec lui, et la Jeep. Finalement, on ne remplace pas non plus quelque chose qui est parfaitement adaptable, et l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle n'est pas déplaçable à peu près partout, en particulier dans les pays en voie de développement. Je vais juste faire une toute petite parenthèse, je vous promets qu'après je finis. Voilà la révolution médicale suivante, elle est déjà là. Alors ça, c'est une image présentable. Vous voyez que l'imprimante a imprimé un cœur. En fait, une vraie imprimante, c'est ça. Une vraie imprimante 3D de vivant, c'est ça. Mais dites-vous bien qu'on est déjà capable d'imprimer de l'os, du muscle, du rein, de la peau et du foie. Et qu'il y a même une structure qui vient de sortir des pépinières d'entreprise et qui vient d'arriver sur le marché, où ils impriment des organes. Alors, ils n'impriment pas des organes pour vous les mettre à l'intérieur de vous, ils impriment des organes pour que les bébés chirurgiens puissent s'entraîner et opérer de vrais organes. Donc, on va avoir une impression, on va être capable d'imprimer du vivant, ce qui va aussi changer notre rapport au vivant. Mais on est d'ores et déjà capable d'imprimer de la peau pour les grands brûlés. Alors, il y a d'autres problèmes techniques, on est déjà... Donc, quelle valeur on mettra au vivant après? Pour terminer, et après ça va être fini, je vous promets de partir, c'est pour l'intelligence intuitive, pour terminer, Fabrice Adjadj dit que nous ne mourrons plus, nous nous réparons. Si la médecine, c'est le fait de ne plus mourir, de réparer les gens, ça renforce l'indication du soin. C'est-à-dire que c'est le temps que nous allons passer avec les gens qui va être important, pas tellement de technique. Et c'est une bonne nouvelle si les médecins sont ramenés à avoir moins de technique et beaucoup plus de présence. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste aux côtés des gens. Mais nous serons finalement les fonctions de la confiance et de l'intimité. Pour terminer sur une note un petit peu plus haute, si j'ose dire, je vais essayer de remonter au niveau de Natalia. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour terminer. On a eu la chance d'assister à une réunion avec l'anthropologue du Polytechnicum de Lausanne qui est allé vivre 3 mois pendant 3 ans, 3 mois par an pendant 3 ans, chez un grand dingue qui s'appelle Kevin Warwick. Monsieur Warwick est le patron de l'université de la chaire de robotique de l'université de Reading au nord de Londres. Monsieur Warwick a inventé un bras articulé complet. C'est-à-dire que ce garçon a un 3e bras qui est greffé avec, qui transmet les ordres sont transmis par des électrodes qui sont à la surface de son cerveau. Ce 3e bras fait exactement la même chose que les deux. C'est-à-dire que s'il demande à son 3e bras d'attraper les clés dans sa poche, s'il le pense, le 3e bras va le faire. Ce système est tellement puissant que il a la capacité, quand il était à Boston, de commander son bras qui est resté arrêté en utilisant la transmission Internet. Vous allez me dire, génial. Tous les gens qui se sont fait couper un bras dans la traumatologie, dans des accidents, dans les guerres, vont récupérer un bras. C'est vrai. Mais dans son laboratoire, ça a été évoqué tout à l'heure, il a 2 robots, qui ressemblent à des robots aspirateurs, Bob et Tom. Bob, il a un soft, c'est-à-dire la partie qui réfléchit, c'est un cerveau de mouton. Tom, ce sont des pièces opératoires de cerveau d'homme. Donc ce garçon a inventé des espèces hybrides, homme-machine. Et la question qui va se poser, pour reprendre les propos d'un dominicain qu'on connaît, c'est que finalement, au-dessus, on va avoir le droit de l'homme-machine. Sur le côté, ça a été dit par Pierre tout à l'heure, on va avoir le droit du robot. En dessous, alors, autre petite histoire, il y a 1 an, il y avait un chimpanzé dépressif au Zoo de Buenos Aires. Le chimpanzé dépressif ne pouvait pas être libéré parce qu'il n'était pas une personne. Donc, il y a eu une guérilla juridique devant les cours argentines qui ont fini par qualifier le chimpanzé de personne animale. Et donc on voit bien, personne cyborg, personne robot, personne animale. C'est quoi une personne? Et donc en fait, est-ce que la médecine soignera des personnes ou est-ce qu'on soignera, et c'est le risque, des entités différentes, des espèces d'appartements numériques, si j'ose dire, qui seront soignés automatiquement et qui effaceront la relation de confiance. Et donc, si vous voulez parler à votre conjoint, alors j'aime beaucoup cette très jolie phrase que je mets à la fin, parce que je pense que c'est ça qui est finalement derrière. Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent et qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. C'est Albert Camus qui écrivait ça à René Char. Et il faudrait qu'on ne termine pas comme ça dans notre chambre à coucher. Merci. Nous avons eu 2 questions par écrit, donc on va les poser aux spécialistes et ensuite on fera passer des micros dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez encore.
Donc la première question c'est, est-il possible pour les géants du web de contourner les lois en vigueur dans les différents pays? Alors en fait, ils essayent. Et ils jouent vraiment sur ce tableau-là, notamment parce que, faut dire que les GAFAM ne sont pas français. On a parlé de leur version asiatique, qu'on connaît assez mal parce qu'il y a énormément de barrières qui sont posées, mais typiquement que ce soit Google. Donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Et donc tous ces gens-là sont américains et essayent, oui, de passer à travers les mailles. Typiquement, leurs impôts sur le revenu ne sont pas payés en France et l'Europe essaye de faire en sorte que ça se régule. Alors après, ça dépend, là je parle de la partie imposition, mais il y a aussi quand même la question de la donnée personnelle. Et heureusement, en France, on est très très en avance sur ces questions-là, comme sur les questions d'éthique d'ailleurs en général. Et sur la question de la donnée personnelle, on a eu l'avantage de quelque chose extrêmement lourd qui est la CNIL, qui est lourde et je dirais lente à raisonner, et qui continue à nous protéger, qui fait référence à tel point que la Commission européenne qui a sorti cet été des réglementations particulières sur la protection des données personnelles s'est largement inspirée de notre expérience française. Et ça, pour le coup, en termes de données de santé particulièrement, ça nous protège. Mais pour le reste, non, assez peu. C'est-à-dire que si vous mettez vos données sur Facebook, vous avez les conditions de l'utilisation générale de Facebook. La seule chose qui vous protège vraiment, c'est quand on parle de données de santé. C'est d'ailleurs pareil pour les assurances que j'évoquais tout à l'heure. Grâce à la loi EVA, on a une protection toute particulière pour la partie assurance santé. Sur la protection des données personnelles de santé, c'est la même chose. Après, pour le reste, je dirais que c'est carrément la jungle. Donc méfiance. Mais bon, méfiance, mais d'un autre côté, on voit que ce sont quand même des outils dont il ne faut pas avoir peur non plus. Il faut les utiliser en connaissance de cause. Il ne faut pas diaboliser du tout l'utilisation de ça. Il faut savoir que ce qu'on met, ça restera gravé à jamais par les capacités de stockage énormes. Et je suis tout à fait d'accord, le droit à l'oubli n'existe pas, c'est un leurre. C'est juste une question de temps et de volonté et de réglementation éventuellement. Donc attention à ce que vous mettez. Il y a aussi un autre problème, c'est que il n'y a pas toujours besoin de contourner les législations qu'on a influencées. Il y a un truc qui s'appelle le lobbying et qui fonctionne très très bien. Je ne sais pas si beaucoup de gens dans cette salle sont au courant, mais est-ce que vous savez qu'au niveau européen, on vient d'introduire une nouvelle personnalité juridique dans le droit européen qui est la personnalité juridique robot? Eh oui, avec des droits et des devoirs. Et, moi, ce qui me fascine d'ailleurs dans cette personnalité juridique, c'est que vous avez tout un chapitre sur les droits d'auteur du robot. Non, mais voilà. Alors, quand on est un géant d'Internet, en fait, on a deux possibilités pour contourner les législations. Soit effectivement les contourner, soit les faire. Sachant que quand on les contourne ou qu'on les viole allègrement, la CNIL, c'est vachement bien, mais pour connaître un peu des gens qui y travaillent, c'est pas beaucoup de gens. Et ils sont complètement sous l'eau. Donc, en fait, il vaut mieux avoir une utilisation un peu éclairée des GAFAM, parce que sinon, on n'est jamais certain. Grégoire, tu peux peut-être nous parler de l'exemple suisse, où on s'est rendu compte un peu tard d'un sacré problème. Juste c'est un exemple qui n'est pas médical, hein, c'est un exemple automobile, c'est-à-dire que c'est une petite histoire qui commence comme ça et qui a fait un gros buzz en Suisse. Un brave monsieur achète une BMW toute neuve et il signe donc le programme. Vous avez un programme qui s'appelle BMW Connect. BMW Connect vous permet que votre voiture déclenche les secours quand vous avez un accident. Mais pas que. Et donc il y a 2500 pages écrites tout petit, il ne les lit pas comme tout le monde. Et puis un beau dimanche à Zug, dans un bled à côté de Zug, dans le canton, voilà, il recule et il engloutit un pot de lait. Voilà, mais il est honnête, il rentre chez lui le dimanche soir et personne, je ne sais pas si vous connaissez la Suisse, mais déjà à partir de samedi, à partir de midi, il n'y a plus personne, donc jusqu'au lundi matin tôt, 6h, vous ne retrouverez personne. Donc il rentre, il fait un mail le soir à son assureur, il appelle la mairie du village, donc il est parfaitement en règle le lundi matin, mais le mardi matin, la police cantonale débarque chez lui pour éventuellement le poursuivre pour délit de fuite,
Pourquoi? Parce que BNV Connect a transmis le dossier à la police cantonale et n'a même pas vérifié que les démarches aient été faites. Donc on voit bien ce que c'est qu'une intrusion dans l'intimité. Vous pouvez le décliner dans ce que vous voulez comme modèle, hein. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans les avions. C'est-à-dire que cette collection de données est autonome et finalement on voit bien que BNV n'avait pas du tout tenu compte du droit suisse. Alors il y a eu des procès, BNV Connect a amélioré son processus en Suisse, mais c'est exactement ça. Puis il y a une deuxième question, c'est, vous disiez tout à l'heure, il me semble, à Madame Trollier, qu'à l'origine, le monde était plein de villages différents et qu'il était devenu un seul village. Est-ce que c'est possible qu'un jour, ça redevienne plein de petits villages? Je sais pas, vous avez 2 heures? Ça dépend ce qu'on attend, en fait. Si on attend que le monde redevienne inconnu et enchanté, il y a des moyens de réenchanter le monde, heureusement. Et l'espérance chrétienne, je fais la pub pour ma paroisse, hein, fait partie de ces moyens. Après, je pense qu'il sera de plus en plus nécessaire d'avoir de la volonté que ce monde soit divers, inconnu et enchanté. Et que si on n'a pas cette volonté-là, on risque de s'enfermer durablement dans ces bulles qui nous ressemblent. Et enfin, finalement, ça c'est une tentation anthropologique qu'on a toujours eu, hein, d'être avec le semblable, celui qui nous ressemble, celui qui est comme nous, donc forcément super, etc. etc. Il faut vraiment de la volonté. Mais c'est pas perdu, tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Bonsoir. Ma question porte plutôt sur le... C'est un mix de ce que vous disiez sur le Big Data et ce que disait Madame Trollier tout à l'heure. Si aujourd'hui les réseaux sociaux nous donnent une certaine vision du monde, est-ce que si on sert du Big Data pour avoir un outil de prédiagnostic pour le médecin, on ne va pas aussi donner au médecin une certaine vision de son patient? Et notamment, si mon patient a des caractéristiques qui sortent un peu de mes courbes, je vais les éliminer pour avoir mes corrélations. Et le médecin va peut-être du coup donner des diagnostics qui sont faux ou avoir des traitements sur des patients qui peuvent être des traitements lourds. Et donc comment aujourd'hui le Big Data va pouvoir pallier à ce genre de problème, étant donné que pour l'instant, pour une corrélation, mes algorithmes ils vont retirer tous les paramètres qui ne rentrent pas dans les courbes. Alors c'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est ce que vous posez là comme question, enfin, en ce qui concerne en tout cas la partie algorithme prédictif, mise en corrélation, apprentissage, etc. C'est ce qui est vraiment identifié comme étant la limite. C'est la gestion des cas en marge, la gestion de l'exceptionnel, la gestion du risque. Ça a été extrêmement bien illustré par ce fameux pilote qui en fait est sorti de tous les schémas pour profiter de sa propre expérience, qui était, je dirais là aussi, qui était exceptionnelle dans le sens où il sortait complètement de la normalité, puisque à part lui, je pense que personne n'aurait pu le faire. C'est évidemment pas dans les manuels, et tous ceux qui ont essayé ont montré que ça ne marchait pas. Donc c'est vraiment la gestion de ce côté un peu exceptionnel, ces points qui sont en marge, ces points d'exclusion en fait, à chaque fois en statistique, qui vont faire que c'est la limite de l'algorithme de la prédiction. Et en fait cette limite-là, c'est pour ça que moi je le vois vraiment comme des outils d'accompagnement, et c'est pour ça qu'il reste un médecin, parce qu'en fait c'est le médecin qui va pouvoir faire le job final, de se dire finalement, moi je connais mon patient, ça c'est pas possible. Et ça pose la question aussi du modèle. C'est-à-dire qu'un modèle, pour moi, il est valable dans un domaine d'application. Vous prenez n'importe quelle fonction mathématique, d'accord, vous avez des domaines d'application, c'est-à-dire qu'ils sont valables de telle borne à telle borne. Si on étend un petit peu les choses, il y a une espèce d'intervalle de confiance à donner dans toute statistique, et pour chaque modèle, il y a des choses pour lesquelles il marche et des conditions dans lesquelles il ne va pas marcher. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça justifie, parce que ça va largement là. C'est, de mon point de vue, un des rôles aussi du clinicien, donc celui qui est en contact du patient, de vérifier ces choses-là. Du coup, ça redonne aussi la main au clinicien. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces outils-là permettent d'automatiser au maximum ce qui peut l'être, tout ce qui est du domaine de la connaissance, de la manipulation de la connaissance, de la manipulation des données numériques, de façon à laisser plus la part belle finalement au contact avec le patient et à ce côté vraiment personnalisé.
la question du retour d'expérience. Mais la vraie question finalement, c'est que même si on a des prompteurs, pour reprendre le cockpit de l'Airbus, l'intelligence artificielle intuitive partielle, c'est-à-dire le copilote qui a moins d'expérience, il serait allé se poser à Victor Moreau. Ce serait peut-être très bien passé, hein, mais le risque était plus important. Donc c'est aussi l'appréciation du risque, et l'appréciation du risque, elle vient de l'expérience clinique. Donc c'est très difficile, puisqu'en fait, d'où les organes, je disais, ce qui est très intelligent dans cette histoire d'imprimer des organes en 3D, c'est de leur redonner une vraie expérience sans faire prendre de risque aux malades. Donc en fait, c'est aussi de maintenir l'expérience du clinicien pour qu'il puisse débrayer la machine. Et c'est compliqué, hein, il y a un point d'équilibre qui est compliqué à trouver. Bonjour. Moi j'ai une question. L'Université de Nantes et tout particulièrement l'IUT de Nantes s'est posé il y a quelques semaines une question. Voilà, on s'est tous posé la question par rapport au défi. On a fait un constat en fait. Le défi, c'était que le corps enseignant ne doit-il pas développer l'esprit critique par rapport à ce développement effréné de nos étudiants et de la nouvelle génération. C'est un postulat qui a été... Voilà. Et ma question est comment arriver à développer cet esprit critique par rapport à ce développement effréné. Alors, je crois que la problématique, c'est de développer l'esprit critique tout court sur tous les sujets. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Il y a encore des lieux, Dieu merci, et nous sommes dans l'un d'eux où on apprend aux gens à penser, parce que penser, c'est pas quelque chose d'inné, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quelque chose qui s'apprend, il y a des méthodes, et on ne pense pas n'importe comment. Si on veut avoir une vraie pensée logique, eh bien, il faut suivre ces méthodes, et ça s'apprend. Le vrai problème, en fait, sur toutes ces nouvelles technologies, c'est que finalement, elles ne sont pas très différentes, si ce n'est en termes de portée et de distance, des technologies que nous avons inventées auparavant, depuis que l'homme est homme, finalement. Simplement, le fait qu'elles soient basées pour partie sur du virtuel, sur de l'ultra rapide, etc., fait que ça donne quelque chose d'un peu vertigineux. Mais ça reste des techniques. Ça reste des techniques et donc des outils, et donc, par essence, appelés à servir l'homme et non pas le contraire. Tout le problème, à mon sens, et c'est un sujet qu'on a vaguement effleuré tous les trois, sans aller franchement dedans, mais votre question va nous permettre de le faire, tout le problème, c'est le rêve sous-jacent que la technique puisse anéantir, annihiler le risque. Le risque que représente finalement la vie. Vivre, c'est risqué. Et puis dès le départ. C'est une succession de risques incroyables. Or, il y a des gens qui sont des gens formidables. Il y en a peut-être dans la salle. Je pense pas dire qu'ils sont formidables, comme ça je les mets dans la poche. Qui sont les assureurs. Il y en a dans la salle. Bravo, monsieur. J'ai un copain assureur qui me disait que les assureurs sont ceux qui ont, pas de problème, sont ceux qui ont construit la civilisation, puisque c'est à partir du moment où les Phéniciens ont assuré leurs bateaux qu'ils ont pu conquérir les mers. Et c'est assez vrai. Mais l'assureur, qu'est-ce qu'il fait? Il estime un risque. Mais à partir du moment où l'assureur sort de son rôle et se dit qu'il gagnera plus d'argent parce qu'il y aura un risque zéro, et que donc il va modéliser des comportements, etc., pour verser le moins possible d'argent à ses assurés, là il y a un risque avec toutes ces technologies. Le risque, il est essentiellement là, en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez un iPhone. Moi, sur mon iPhone, bon, je suis très contente, hein, par ailleurs, j'ai un certain nombre d'applications qu'on appelle natives, c'est-à-dire des applications qui sont fournies avec le téléphone. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez même pas les désinstaller. Donc vous vous en occupez pas, ou vous allez regarder ce que c'est, vous trouvez ça la plupart du temps assez cool. Il y a notamment une application qui est une application santé. Vous savez, ça a même fait les gros titres quand on a su que le président Hollande faisait 3000 pas par jour. Comme on le sait, parce qu'il a un téléphone avec une appli santé qui calcule le nombre de pas qu'il fait par jour. Bon. Ça calcule votre nombre de pas, mais ça calcule aussi, vous pouvez rentrer ce que vous mangez dedans si vous suivez un régime. Si, comme moi, parce que vous êtes dans une école catho et que vous avez appris cela, vous utilisez les méthodes naturelles de régulation de la naissance, eh bien, vous avez une partie de cette application qui vous permet de suivre l'évolution de votre glire cervicale.
tout ça est vachement bien, surtout pour quelqu'un comme moi qui est nul pour noter les trucs. Enfin, là, j'ai toujours, de toute façon, enfin ça, l'homme augmenté, c'est déjà aujourd'hui, ça c'est une orthèse. Hein. C'est une prothèse qu'on voit, c'est tout. Mais on l'a tous déjà. Donc moi j'ai ça, je suis vachement contente. C'est anonyme, puisque je ne rentre pas mon nom dedans, donc je me dis il n'y a pas de risque. Sauf que ce même appareil, il a accès à mon Facebook, il a accès à mon mail, il a accès à des tas de données, et je n'ai aucun moyen de contrôler si celui qui m'a vendu cet appareil ne croise pas ces données à un moment donné, et ne va pas les vendre à mon assureur pour me dire, au bout du compte, Madame Trouillet, c'est très bien ce que vous faites au niveau de votre régime alimentaire, enfin non, ça ne risque pas de me le dire, mais par contre, vous fumez, c'est pas bien du tout, donc votre prime on va l'augmenter parce que, etc. Vous voyez, c'est ça les questions que ça pose et c'est là-dessus que l'esprit critique doit rester en éveil perpétuellement. Ça existe déjà, hein. Les applications d'assurance juste, ça existe déjà. Il y a une société suisse qui paye ses assurés pour donner leurs données, c'est-à-dire que ça baisse la prime. Donc on voit bien le cercle qui n'est pas vertueux. À partir du moment où le comportement majoritaire utilisera ça, celui qui refusera augmentera sa prime. Et il y a un problème dans l'esprit critique, alors qu'on peut leur soumettre, c'est que finalement, à partir du moment où ça deviendra un comportement général, il y aura une certaine inégalité, puisque finalement, si plus vous êtes riche, plus vous considérez que vous pouvez payer votre intimité. Et donc il y a une valeur marchande de l'intimité, qui est éventuellement cachée derrière. Mais si on ne leur donne pas d'éléments de ce type-là, voilà. Donc clairement, quand vous mettez quelque chose sur Internet, c'est ce que vous êtes, Internet, c'est un magasin, hein, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est ça, vous êtes dans une galerie commerçante, et vous êtes un des magasins, et vous mettez ce que vous voulez en vitrine. La critique voudrait que vous ne mettiez pas tout en vitrine, mais qu'est-ce que vous voulez mettre et qu'est-ce qui est important pour vous, quel est le rideau que vous tirez pour qu'on ne voit pas à l'en bout de la vitrine, et qu'est-ce que vous voulez faire. Et dans la santé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire finalement, quelle est notre intimité, quelle est la valeur de notre intimité, qui pour l'instant qu'on donne gratuitement, en proposant certainement des modèles économiques à un moment pour les acheter, mais voilà. Puis c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup parlé de la valorisation de la donnée, mais parce que effectivement individuellement c'est ce qui permet de vous tracer, de vous proposer, pas forcément nominativement, mais quoique ce serait possible, de vous proposer une expérience utilisateur, disons, pour dire les choses pudiquement intéressantes. Mais vos données elles-mêmes, elles ont de la valeur. Alors pas unitairement, c'est comme un téléphone, c'est une logique que Jérôme m'a fournie aujourd'hui. C'est vrai que si vous prenez votre téléphone, vous êtes le seul, imaginez, vous êtes le seul en monde à avoir un téléphone, la valeur de votre téléphone elle est nulle, parce que vous allez en faire. Vous mettez 2 téléphones, 3 téléphones, si beaucoup de gens sont équipés de téléphones, là vous pouvez créer de l'échange et là ça a de la valeur. Les données c'est un peu pareil, la donnée prise de façon unitaire elle a peu de valeur, par contre regroupée avec plein d'autres données, là elle commence à prendre de la valeur. Et ça c'est un peu, je pense, l'analogie avec le pétrole n'est pas mauvaise, avec les différentes briques qu'on peut entasser avec ça. La donnée c'est un peu comme le pétrole brut, si vous voulez. Au départ, c'est un peu noir, alors je ne vais pas dire que c'est ça, mais c'est un peu brut en tout cas. Et après, derrière, il va falloir la raffiner. Le raffinement de ces données-là, c'est tout le travail de les rendre un peu plus qualitatives, de les caractériser, de les stocker, de les analyser, de faire du data mining. Et ça, en fonction de ce que vous allez faire, à partir de mêmes données, vous allez pouvoir avoir en sortie des produits raffinés de nature très différente. Et ces produits raffinés, là, on est encore sur la technologie. On parlait de l'usage, et pour développer l'esprit critique, c'est qu'est-ce que je fais du résultat de ces données-là. Des algorithmes, par exemple, des indicateurs sur le plan de la gestion du risque, sur les indicateurs de prise en charge du patient. Est-ce que je trie mes patients, pareil, en fonction de qu'est-ce que je fais du tri. Et ça, on voit bien qu'en fait, quelque part, si on fait l'analogie toujours avec le pétrole, on est vraiment au début de ça. Là, on est encore à discuter de la partie technologique. Et ça, c'est très très important, je pense, pour avoir l'esprit critique, déjà de faire l'effort de se documenter, de ne pas se dire bah, c'est un truc de jeune ou c'est encore une nouvelle mode qui sort, dans 5 ans on n'en parlera plus, comme le cloud par exemple. Vous voyez, le cloud c'est un truc un peu à la mode, en fait c'est une des briques de l'exploitation du big data finalement. Mais c'est plus qu'un truc à la mode, c'est vraiment une vague de fond dans laquelle pour l'instant on est uniquement sur le volet un peu technologique et il y a quelques applications. Mais si on fait analogie avec le pétrole il sert à faire les choses. Si vous voyez des produits de raffinement, ça fait à la fois de la pharmaceutique, ça fait aussi de l'énergie qui est utilisée pour faire d'autres choses. Et c'est ça qui va se passer, c'est que derrière la data raffinée, derrière les modèles et les algorithmes, il va y avoir des usages qui vont être développés, qu'on ne connaît évidemment pas aujourd'hui.
Donc vraiment, on est qu'aux prémices. C'est pour ça que ça s'accélère très vite, parce qu'on est qu'aux prémices. Juste un mot sur la question du cloud. Le mot cloud évoque quelque chose d'éthéré, un petit peu immatériel, virtuel, etc. En fait, quand vous sauvegardez vos données sur un cloud, vous sauvegardez vos données sur un autre ordinateur dont vous ne connaissez pas le propriétaire et qui vient vous voir en vous disant « Mais si, viens mettre tes données sur mon ordinateur, je t'assure, c'est gratuit, j'en ferai rien. » Si on vous disait ça, si votre voisin que vous ne connaissez pas vous disait ça, vous partiriez en courant. Et ben n'empêche que pour le cloud, vous dites « Ah ouais, c'est génial, j'avais besoin d'espace de stockage. » On va faire une dernière question, parce qu'il commence à être un peu tard pour ceux qui ont 4 heures de philo demain matin. Donc, Oui, alors, une dernière question pour vous trois, très brève, c'est est-ce que vous pensez que le développement d'un Android, puisqu'on parlait de Westworld tout à l'heure, une série qui met en scène des Androids, est-ce que vous croyez possible le développement d'un robot parfaitement identique à l'homme, et si oui, sous quel terme? Alors la loi d'Asimov fait qu'il existe déjà, mais que les gens qui réfléchissent au robot, il ne sera jamais identique à nous. Alors je sais bien que les Chinois ont franchi cette limite, mais c'est une limite un peu compliquée à gérer. La vision asiatique n'est pas la même, mais globalement, toute la partie GAFAM et Europe fait des créatures qui nous ressemblent, qui sont plus petites, en plastique bleu, etc. Mais par contre, il existe déjà. Vous avez une société, en particulier de robotique, qui est une société française, à capitaux russe, qui a été rachetée par une banque russe et puis par une banque japonaise, c'est un peu compliqué, qui est une société qui a bâti 2 androïdes, un androïde qui s'appelle Pepper et qui est un aide-soignant, et un androïde qui s'appelle Nao et qui a plein d'utilisations pratiques, et en particulier, c'est un robot, genre un petit robot gros comme ça, qui vaut 6 000 € en pré-production, Dixit elle débarque, donc c'est pas très cher, c'est de la pré-production, donc les prototypes sont gros comme ça, et par exemple, le Nao a été utilisé dans un hôpital américain et a amélioré les enfants autistes puisqu'il leur a permis de servir d'une espèce d'hygiaphone ou d'interface avec le monde extérieur, ce qui fait que ça les a retirés vers le monde extérieur avec des récupérations neurologiques. Donc ils existent les androïdes déjà, je ne voudrais pas paraître négatif, encore une fois c'est un outil un androïde, ça dépend de ce qu'on lui demande de faire, mais les androïdes existent déjà. Moi, en fait, ce que je redoute, c'est pas tant des robots qui ressembleraient parfaitement aux humains que des humains qu'on essaierait de faire ressembler de plus en plus à des robots. Parce qu'en fait, la tendance, elle est plutôt dans ce sens-là. Et ça pose problème. Il y a un psychiatre qui s'appelle Tisseron qui a montré dans un modèle extrêmement intéressant qu'en fait, le problème n'était pas le robot s'attachant à l'homme, mais l'homme qui projette son affectivité sur le robot. Donc là, on peut y passer 2 heures. On va pouvoir s'arrêter là. Et on va tout d'abord commencer par remercier nos 3 intervenants. Mais aussi de tous les bénéfices qu'ils peuvent apporter à ces bouleversements qui arrivent dès maintenant. On va remercier M. Rinto aussi là-haut pour toute la technique. Le frère Martin sans qui rien quasiment n'aurait pu être possible et qui nous a bien poussé là-dedans et un grand merci à lui.